Bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire les départs en couple ou avec des enfants. Donc, je vais vous dire beaucoup de choses. C'est vraiment assez dense comme séance d'information qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais vous inviter au maximum à écouter tout ce que j'ai à vous dire. Et évidemment, à la fin, vous pourrez poser vos questions. Je vais découper un peu la présentation de ce soir en plusieurs temps. Au début, je vais aborder les règles de base à bien comprendre pour ensuite comprendre le reste des explications. Ensuite, je parlerai de l'avant-départ au Canada et ensuite, on parlera d'une fois au Canada, ce qu'il faut savoir, aussi bien quand on part en couple ou avec des enfants. Comme d'habitude, je vous laisse quelques minutes pour vous connecter et je vous présente un peu PVTist. Donc, on est un site d'information et d'entraide qui est totalement gratuit, qui existe depuis plus de 16 ans maintenant et qui est dédié au PVT, que ce soit au Canada ou dans d'autres pays, mais qui, avec le temps, vous donne de l'information sur d'autres programmes qui permettent de partir au Canada, que ce soit le stage, le jeune pro, le VIE, la résidence permanente, les autres permis de travail, mobilité francophone, entrée express, etc. On a vraiment de l'information sur tous les moyens de partir au Canada. On propose également un guide des PVTistes au Canada que vous pouvez retrouver chez vos libraires, en tout cas sur commande ou sur Internet au format papier, mais vous pouvez également le retrouver gratuitement en PDF sur pvtis.net et ça vous donne toutes les informations que vous devez connaître quand vous partez en PVT au Canada. Je dirais que la première partie parle un peu plus du PVT, donc pour les autres c'est moins intéressant, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont traitées dedans qui peuvent intéresser tous les statuts, c'est-à-dire la préparation administrative avant le départ, l'arrivée sur place, la recherche d'un logement, d'un emploi, etc. Donc ce guide est vraiment assez intéressant. Je ne sais pas si on a déjà dépassé les 100 000 téléchargements du guide, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, on n'est pas loin. On a sur pvtis.net un article Covid-19, la situation des PVTistes, qu'on met à jour très régulièrement et qui vous permet un petit peu de savoir où on en est à l'heure H, en tout cas au jour J, le jour où vous regardez cet article au niveau des départs au Canada. Donc voilà, on le met à jour très régulièrement. Et on fait également sur Instagram un point Covid-19 une fois par semaine, généralement le jeudi, pendant lequel on vous donne l'actualité PVT et Covid-19 des 7 derniers jours. On fait également le mercredi à midi une session de questions-réponses en direct sur le PVT, sur notre compte Instagram PVTist là aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous suivre sur différents réseaux. Ça vous permet de manquer aucune session d'information. On met également le replay de tous nos lives, ou de quasiment tous nos lives sur notre chaîne YouTube PVTist. Parfois même, on fait des séances d'information que sur YouTube. Là aussi, il y a pas mal de choses qui peuvent vous intéresser sur notre chaîne, notamment des replays de séances d'information récentes sur un point Covid-19, mais aussi la demande de résidence permanente au Québec. On a aussi un replay des différents permis de travail pour partir au Canada, un autre sur entrée express pour ceux qui veulent immigrer en dehors du Québec. Voilà, il y a pas mal de choses, donc je vous laisse aller regarder un petit peu tout ça. On fait évidemment beaucoup d'événements comme celui de ce soir. Vous pouvez regarder notre article événement PVTiste qu'on vous a mis en commentaire. Hein. Vous allez voir, on va vous mettre des liens tout au long de la session d'information puisque je suis pas toute seule ce soir à être devant l'ordinateur. Je suis avec ma collègue Anne-Lise qui va d'une part me noter vos questions quand elles arriveront, mais également vous mettre tous les liens qu'on a préparés ensemble. Et il y en a beaucoup. Ces liens, ça vous permettra d'aller chercher des informations complémentaires sur ce que j'aurai abordé. Donc nos événements, voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'on propose, notamment le 25 novembre, on va faire une session d'information sur les formations professionnelles au Québec qui sont proposées sans frais de scolarité aux Français. On est les seuls au monde, donc c'est un programme qui intéresse beaucoup de gens. Et le 22 novembre, on parlera également des ateliers qui sont proposés à Montréal par la CITIM, un organisme d'aide aux nouveaux arrivants. C'est des ateliers gratuits et donc leur équipe va présenter un petit peu ces ateliers. Donc si vous pensez prochainement partir à Montréal, le 22 novembre, ça pourrait vous intéresser. On a une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire qui est totalement dédiée au PVT Canada, en tout cas au Canada. Là aussi, on vous envoie un email quand il y a une information très importante. Ça peut être l'ouverture de la future saison du PVT pour 2022. Ça peut être une nouvelle fermeture des frontières, ce que j'espère pas, ou un allègement au contraire de l'entrée sur le territoire canadien. Donc cette newsletter, elle est là pour que vous ne manquiez rien. On est présent sur tous les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit. Alors tous, j'exagère un peu, mais Facebook, la page sur laquelle vous êtes ce soir, YouTube, Instagram, Twitter et également LinkedIn, un réseau un peu plus professionnel, mais sur lequel beaucoup d'entre vous se trouvent. On a notamment un groupe Facebook qu'on va vous mettre en lien qui est dédié aux parents d'enfants qui partent au Canada en famille. Donc ça peut être sympa également d'avoir des retours d'expérience vécues dans ce groupe Facebook.
Vous allez pouvoir ce soir donc poser des questions en commentaire de la vidéo. Je vous invite à poser des questions sur le thème de ce soir, c'est-à-dire les départs en couple ou avec des enfants. On ne va pas partir sur d'autres thématiques comme le PVT Canada 2021 ou le 2022. Ça, ce sera lundi à midi. On va vous proposer une session d'information que vous retrouvez dans nos événements Facebook pour parler de la fin de cette saison 2021 et sur la future saison 2022. Donc vraiment, focalisez vos questions sur le thème du soir et n'hésitez pas à attendre peut-être que j'aborde les différentes thématiques, notamment l'avant-départ puis l'arrivée au Canada. Une fois que je serai passée à l'arrivée au Canada, si vous voyez que je n'ai pas répondu à votre question qui concerne l'avant-départ, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire. Alors, pour commencer, je me suis dit qu'on ne pouvait pas faire cette séance d'information sans rappeler quelques règles de base, quelques informations à bien comprendre initialement. Donc, est-ce qu'on peut partir au Canada avec un enfant quand on part en PVT? Ça, c'est une question qu'on peut se poser si on est déjà allé dans d'autres pays du PVT qui interdisent de partir avec des enfants. C'est normal puisque le Canada est le seul pays du PVT qui autorise à ce qu'on parte avec nos enfants. Est-ce qu'on peut rattacher son conjoint à son PVT? C'est pas si simple que ça. C'est pas simplement j'ai un PVT, j'ai un conjoint, on part ensemble. Donc ça, j'y revenir un petit peu après pour vous expliquer dans quelles conditions on peut faire venir son conjoint selon le permis de travail ou d'études dont on dispose. Est-ce que notre conjoint peut quand même nous accompagner? Oui, sous condition, et encore plus sous condition là qu'on est en période de Covid, mais ça aussi je vais vous l'expliquer un petit peu après. Il faut faire une distinction entre les permis de travail fermés et les permis de travail ouverts pour comprendre un petit peu l'incidence que ça peut avoir sur votre conjoint. Un permis de travail ouvert, c'est un PVT. Par exemple, un PVT, donc on peut travailler pour n'importe quel employeur. Quand on arrive sur place, on peut travailler là, puis chez lui, puis chez lui, puis chez lui, et changer de vie toutes les 2 semaines si ça nous chante. Autre permis de travail ouvert, le permis de travail ouvert comme conjoint d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant, ou encore le permis de travail post-diplôme auquel on peut prétendre après avoir étudié au Canada. À l'inverse, il y a les permis de travail fermés. Comme leur nom l'indique, c'est moins ouvert qu'un PVT par exemple. Ça veut dire qu'on doit trouver un employeur, que grâce à cet emploi qui nous est proposé chez cet employeur, on obtient un permis de travail qui nous autorise à travailler que pour cet employeur bien précis dans la ville qui a été convenue initialement. Donc c'est vraiment ça la différence entre les deux. Quand on obtient un permis de travail fermé, de type jeune professionnel ou mobilité francophone, entre autres, il n'y a pas que ces deux-là. Si on est dans un domaine qualifié, c'est-à-dire si on appartient, notre emploi appartient aux catégories A, B ou 0 de la classification nationale des professions au Canada, notre conjoint peut automatiquement demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un travailleur qualifié. Même chose si je suis étudiante, que je pars avec mon conjoint, il peut demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'une étudiante. C'est ça la règle. Par contre, quand on part avec un permis de travail ouvert, rien ne dit, si on va déjà rien ne précise qu'on va travailler dès le début de notre PVT, rien ne précise si on va travailler dans un domaine qualifié ou non. Donc le conjoint ne peut pas immédiatement demander ce permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un PVTiste. Voilà, c'est ça qui fait que c'est pas si simple que ça de venir avec son conjoint quand on part en PVT, mais ça, on va y revenir un petit peu après. On va vous mettre en commentaire, je crois que c'est déjà fait, un article sur la définition du terme conjoint de fait au Canada, puisque pour être considéré comme un couple par le Canada, il faut soit être marié, soit être conjoint de fait. Conjoint de fait, ça veut dire qu'on vit dans une relation conjugale depuis au moins 12 mois, sous le même toit, preuve à l'appui, c'est-à-dire un compte bancaire en commun, un bail aux deux noms, des factures reçues aux deux noms, des déclarations d'impôts faites à la même adresse, ce genre de choses. Par exemple, si vous êtes taxé, c'est bien, ça peut être une pièce de votre dossier, mais ça ne prouve pas que vous vivez ensemble depuis au moins 12 mois. Donc tout seul, le PACS ne suffit pas. Une facture de téléphone aux deux noms, ça suffit pas vraiment non plus. Vraiment, les 2 pièces solides, c'est le bail et le compte bancaire en commun. Donc, comme j'aime bien le dire, si votre projet c'est de partir dans 1 an ou 1 an et demi, pensez bien, si vous êtes en couple et que vous vivez ensemble, à peut-être changer l'intitulé de votre bail pour qu'il y ait les 2 noms et à ouvrir un compte commun pour avoir dans 1 an le statut de conjoint de fait aux yeux du gouvernement du Canada. Quand on est marié, il n'y a pas de souci. Quand on est conjoint de fait, il ne faut pas être séparé plus de 3 mois. Parce qu'après 3 mois, on perd le statut de conjoint de fait, on revient à 0. Et il faut repartir sur 12 mois de vie commune. Donc attention à ça dans vos projets. S'il y en a un qui part avant l'autre pendant 1 mois, il n'y a aucun problème. Mais si vous dépassez 3 mois de séparation, ça devient problématique.
On nous demande souvent s'il faut forcément indiquer le nom de son conjoint dans son formulaire de demande de PVT quand on n'est pas encore conjoint de fait au moment de faire la demande de PVT. Non, puisque vous n'êtes pas encore conjoint de fait sur le moment, il ne faut pas en parler. Par contre, c'est pas problématique si au moment de vous envoler pour le Canada, vous êtes conjoint de fait à ce moment-là. Le Canada va pas vous dire « Ah oui, mais dans le dossier de PVT, vous n'aviez pas dit ça ». Il n'y a aucun problème. Votre situation peut avoir changé entre votre demande de PVT et votre départ au Canada. Ce qui compte, c'est les 12 derniers mois au moment où vous arrivez au Canada. Les enfants, par contre, il faut bien les indiquer dans le formulaire de demande, même si dans tous les cas, pour un PVT, c'est comment dire, c'est chacun doit avoir son statut. Vous avez votre PVT, ça ne donne aucun avantage à personne dans votre famille. Donc du coup, c'est bien de mentionner vos enfants, mais vous verrez que eux aussi doivent avoir un statut. Je précise ça parce que c'est arrivé que des gens obtiennent un PVT, que l'une des PVTistes tombe enceinte. 9 mois plus tard, il y a un bébé et donc il n'a pas été mentionné dans le formulaire du PVT et au moment de partir au Canada, pourtant le bébé est bien là. Et ben c'est pas problématique du tout. Ce qui compte, c'est qu'en arrivant au Canada, votre enfant obtienne son statut propre pour lui. Voilà. Par contre, pour une demande de résidence permanente, c'est différent. Si on tombe enceinte, si on a un enfant entre le début de la demande de RP, de résidence permanente et le départ au Canada, il va falloir prévenir les autorités canadiennes puisqu'il faut rajouter quelqu'un à votre demande de résidence permanente en famille. Autre précision que je voulais faire, je vais plusieurs fois parler de l'AVE ce soir, l'autorisation de voyage électronique, qui est un document que toutes les personnes qui se rendent au Canada doivent obtenir avant de partir. Quand on obtient un PVT, un jeune pro, un stage, un permis d'études par exemple, on obtient une AVE automatiquement, ça c'est très bien. Par contre, si on part en tant que visiteur, il faut demander une AVE, qu'on soit un adulte par exemple, un conjoint, ou qu'on soit un enfant mineur. Quand je vais parler de l'AVE, ça concerne les pays, enfin les ressortissants des pays qui n'ont pas besoin de visa pour se rendre au Canada en tant que touristes. C'est le cas notamment des Français et des Belges, j'imagine que c'est la majorité d'entre vous ce soir. Par contre, si vous êtes d'un pays qui ne permet pas de partir au Canada comme ça sans visa, pour lequel il faut demander un visa visiteur, pensez bien à faire une demande de visa et on va vous mettre en lien un site, le site officiel des autorités canadiennes qui mène vers la page déterminer si vous avez besoin d'un visa ou d'une AVE pour vous rendre au Canada. En gros, vous remplissez le petit formulaire et au moins vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de visa ou quoi. Donc voilà, j'ai souvent parlé de l'AVE, mais si vous n'y êtes pas éligible, il faudra un visa de visiteur à la place de ce que je vous dirai. Dernière chose avant de passer un petit peu à l'actualité Covid pour les départs en famille et en couple, je voulais évoquer la question de est-ce qu'on doit se faire accompagner par un consultant ou par un avocat en immigration quand on veut partir en famille au Canada, quel que soit le projet, un PVT, jeune pro, résidence permanente, études, etc. On va vous mettre en lien un article qu'on a fait en collaboration avec une avocate qui s'appelle Nadia Barou, qui a répondu très franchement à nos questions quand on lui disait est-ce que c'est utile de faire appel à quelqu'un qu'on va rémunérer pour nous aider dans notre demande. Et pour certaines choses, elle a dit non. Et pour d'autres, elle a dit ça peut être intéressant. Notamment les gens peut-être qui ont une grande famille, qui ont une situation un petit peu complexe, peut-être deux personnes qui ne sont pas de la même nationalité, qui n'ont pas les mêmes droits pour partir au Canada, ou des gens qui détestent la paperasse aussi, c'est possible. Donc du coup, dans cet article, je trouve ça assez intéressant parce qu'on aborde vraiment ce sujet. Est-ce que c'est utile ou pas de faire appel à un avocat ou un consultant en immigration? Si jamais vous souhaitez faire appel à un avocat en immigration, il y en a plein qui existent. Il faut simplement bien vérifier sur le site des autorités canadiennes que c'est un avocat en immigration qui est reconnu, qui a le droit d'exercer au Canada. Parce que sur Internet, vous avez beaucoup d'arnaques. Faites très attention. Quand vous faites des recherches sur Internet, notamment sur Google ou autre, vous avez souvent des annonces en haut. C'est pas beaucoup, c'est pas très gros sur Google, mais il y a marqué annonce. Et ces gens-là, c'est jamais les sites officiels. Donc, il faut bien vérifier que l'avocat que vous choisissez est bien répertorié sur le site des autorités canadiennes comme étant réglo. Voilà. En tout cas, si vous souhaitez faire appel à Nadia Barou, qui est très connue et reconnue au Canada et notamment au Québec depuis des années et des années, sachez que dans l'article qu'on vous a mis, vous bénéficiez d'une réduction sur ces services. Mais encore une fois, il n'y a pas qu'elle, il n'y a aucun souci et quel que soit l'avocat,
Suffit juste de vérifier qu'il est réglo. On a quand même souvent des gens qui se font arnaquer, donc faites très attention à ça. De toute façon, globalement, quand sur un site internet, on vous demande directement plein d'informations, notamment sur le PVT, on vous promet de vous décrocher une place, c'est louche quoi. Personne peut vous tirer au sort pour le PVT, c'est du tirage au sort justement, donc tous ceux qui font trop de promesses, méfiez-vous généralement. Ensuite, on va parler un petit peu du Covid et donc si jamais vous regardez cette séance d'information en replay, sachez que les informations que je vous donne, ça concerne le 9 novembre à 18h16. Donc si vous tombez dessus dans une semaine, un mois, 3 mois, peut-être que ça aura changé. Donc pensez toujours à consulter les sites officiels ou les sites qu'on vous mettra en commentaire de la vidéo pour être sûr que ça n'a pas changé. Aujourd'hui, pour partir au Canada, vous devez être vacciné, complètement vacciné depuis au moins 2 semaines. Quand je dis complètement vacciné, c'est 2 doses pour la majorité des vaccins et 1 dose pour le Johnson & Johnson. Et si vous n'êtes pas vacciné, c'est possible aussi de partir au Canada, pas en tant que touriste, mais plutôt avec un permis d'études ou un permis de travail. Et si vous avez un permis de travail, il faut que vous ayez décroché un emploi au Canada avant de partir pour présenter à l'aéroport votre permis de travail et votre promesse d'embauche. Si vous n'êtes pas vacciné et que vous n'avez pas d'emploi qui vous attend, même si vous avez un permis de travail, actuellement, vous ne pouvez pas partir. Tout le monde doit faire un test PCR, j'insiste bien là-dessus, même ceux qui sont vaccinés, vous devez présenter un résultat négatif de moins de 72 heures, sauf si vous avez la preuve que vous avez un test positif au Covid-19 qui date d'entre 14 jours et 180 jours avant votre départ. En gros, si vous avez eu le Covid entre 14 et 180 jours avant votre départ, ça vous exempte de test PCR avant de partir. Pour les enfants de moins de 12 ans, alors, les enfants de moins de 12 ans, ils ont... oui, leurs parents doivent être vaccinés. En gros, si les parents sont vaccinés, l'enfant de moins de 12 ans n'a pas besoin de se placer en quarantaine au départ. Il n'a pas besoin de faire un test PCR au départ ou à l'arrivée pour les enfants de moins de 5 ans uniquement. Pour les enfants de 5 ans à 12 ans, il faut faire un test PCR au départ, à l'arrivée au Canada et au 8e jour de la quarantaine pour les non-vaccinés. Alors que pour les vaccinés, donc, on présente un test PCR avant de partir, mais quand on arrive sur place, le test PCR n'est pas systématique, c'est aléatoire. Voilà. Et puis donc, pas de quarantaine pour les personnes vaccinées et qui sont négatifs si jamais ils se font tester à l'arrivée de façon aléatoire. Et dans tous les cas, il faut que les enfants aient des contacts le plus limités possible avec les autres. Pour les enfants de 12 à 17 ans, grosso modo, c'est comme les adultes. Si les adolescents ne sont pas vaccinés ou partiellement vaccinés, par exemple, s'ils ont eu qu'une seule dose d'un vaccin qui nécessite 2 doses, ils doivent se placer en quarantaine pendant 14 jours à l'arrivée, même si vous, parents, vous êtes vaccinés. C'est de la logistique, mais c'est quand même important de le savoir pour bien tout organiser. Évidemment, ils doivent respecter tout ce qui est test avant le départ, test à l'arrivée et test au 8e jour. On va vous mettre en lien le lien officiel, le lien du site officiel voyage.gc.ca sur lequel vous pouvez retrouver toutes les précisions en fonction de l'âge de votre enfant. Pour les adultes non vaccinés, c'est comme les autres, test PCR avant de partir, test à l'arrivée, quarantaine de 14 jours et autotest, c'est-à-dire qu'on vous donne une trousse de dépistage pour le 8e jour de votre quarantaine. Et pour ceux qui sont entièrement vaccinés, il y a le test avant de partir, le test PCR aléatoire en arrivant au Canada, même si pour beaucoup, je pense que vous n'en aurez pas. Et si vous êtes positif, bien sûr, à ce test, vous allez devoir vous mettre en quarantaine. Sachez que généralement, le résultat du test PCR à l'arrivée au Canada, ça prend environ 1 journée. Donc pour ceux qui sont pas vaccinés, ils font leur test PCR et ils partent en isolement, ça c'est OK. Pour les gens qui sont vaccinés et qui sont choisis aléatoirement pour être testés à l'arrivée, pendant la journée pendant laquelle vous attendez votre résultat du test PCR, vous n'avez pas besoin de vous isoler. Dans le doute, éventuellement, évitez de parler à plein de gens. On ne sait jamais si vous êtes positif. Bon, il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Quelques petits liens qu'on peut vous donner, 2 articles sur peritis.net. Le premier, il concerne les tests PCR avant le départ et à l'arrivée et la quarantaine. Il y a toutes les petites précisions à connaître. Et le deuxième, c'est la checklist des départs au Canada en période de Covid-19. C'est une checklist en 12 points qui reprend tout ce que vous devez savoir avant de partir au Canada actuellement.
en test PCR, en quarantaine, d'accord, mais aussi notamment l'obligation de télécharger l'application ArriveCan, dans laquelle vous allez devoir rentrer vos informations personnelles et des informations sur le lieu où vous allez vous placer en quarantaine si vous n'êtes pas vacciné, et le lieu où vous pourriez vous placer en quarantaine si vous êtes vacciné, que vous êtes testé et que vous êtes positif. Beaucoup de si, mais on ne sait jamais. Ensuite, on passe au départ au Canada. Alors, encore une fois, les informations que je donne aujourd'hui concernent le 9 novembre. Tenez-vous toujours au courant des règles qui sont appliquées au moment où vous allez arriver. Ça vaut tout le temps, mais encore plus en période de Covid-19. Ce serait très dommage de ne pas pouvoir monter dans l'avion juste parce qu'il manque un document, par exemple. Actuellement, les parents qui partent avec des enfants, par exemple, je suis PVTiste, je veux partir avec mes 2 enfants qui ont, on va dire, 1 an et 7 ans. Je vais faire exprès de donner cet âge-là. Je n'ai pas besoin de demander une autorisation pour qu'ils m'accompagnent. Auparavant, il fallait une autorisation demandée en ligne. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Je vais parler après du statut, peut-être pas tout de suite. Ouais, je reparlerai du statut des enfants après. Pour le conjoint, par contre, il faut demander une autorisation auprès des autorités canadiennes. Là aussi, on va vous mettre le lien exact du formulaire de demande. Vous devez demander une autorisation si vous êtes conjoint d'un PVTiste et que vous n'êtes pas vacciné, bien évidemment. Si vous êtes vacciné, aujourd'hui, vous avez le droit d'aller au Canada librement en tant que touriste, donc il n'y a pas besoin de demander une autorisation d'accompagnement. Comme je disais tout à l'heure, quand on part au Canada, chacun doit avoir son statut. Alors pour l'enfant, un enfant qui arrive au Canada, il va obtenir une fiche de visiteur. Ça s'appelle comme ça. Donc pour mon enfant de 1 an, il aura une fiche de visiteur, point. Parce que mon enfant, il va rien faire de particulier, il va pas aller à l'école, etc. Par contre, l'enfant de 7 ans, il va devoir être scolarisé. Du coup, il va obtenir une fiche de visiteur qui l'autorise à étudier sans que j'ai à demander un permis d'études avant de partir. On peut demander un permis d'études avant de partir aller au Canada. Simplement, c'est des démarches qui peuvent être un petit peu plus longues, enfin même pas un petit peu, qui peuvent être plus longues, qui prennent plusieurs semaines. Et en plus, un permis d'études au Canada, c'est payant. Donc c'est vrai que la solution d'arriver directement avec son enfant en demandant bien une AVE pour chacun de ses enfants et d'avoir une fiche de visiteur, c'est le plus simple. Donc voilà, ça, demandez l'AVE si on part avec une fiche de visiteur, enfin si on demande une fiche de visiteur à l'arrivée. Si on opte pour le permis d'études, on obtiendra une AVE automatiquement avec le permis d'études, il n'y a pas besoin d'en demander une nouvelle. Pour demander l'AVE, là aussi on a le petit lien qui va bien, canada.ca/AVE qu'on va vous mettre en commentaire. J'insiste bien là-dessus. On parlait des arnaques à l'immigration tout à l'heure. Il y a aussi des arnaques à l'AVE, ou même si c'est pas des arnaques, c'est des surfacturations qui sont pas vraiment justifiées. Vous ne devez pas payer plus de 7 dollars canadiens. Donc, si à un moment donné, vous voyez des 60 dollars ou des 40 euros, ou en arrivant à la fin de la procédure, vous voyez que c'est pas 7 dollars, c'est que vous n'êtes pas sur le bon site. Donc, vous fermez la fenêtre et vous allez sur canada.ca/AVE. Votre enfant doit avoir un passeport, bien évidemment, et votre conjoint, parce que là je parlais plutôt des enfants, pour le conjoint d'un PVTiste, il va arriver en tant que visiteur, il n'aura pas le droit de travailler, il va demander son AVE, il arrivera en tant que touriste au Canada, l'agent d'immigration va lui demander pour combien de temps il est là. Généralement, c'est bien d'arriver avec un aller-retour et une preuve de fonds qui dit qu'on a un petit peu d'argent. Je vais y revenir un petit peu après quand je parlerai des économies. Mais en gros, quand on arrive comme visiteur, comme conjoint d'un PVTiste, on n'a pas le droit de travailler. Au Canada, quand on va en tant que visiteur, on ne peut pas travailler ni faire du bénévolat, puisque le bénévolat est considéré comme une forme de travail. Ensuite, si vous partez avec un enfant, mais vous partez seul, c'est-à-dire sans l'autre parent, j'ai plusieurs cas de figure que je vais vous donner. Alors, si vous partez avec un seul, votre couple vous êtes toujours ensemble, mais vous partez seul avec votre enfant, il faudra une copie de l'acte de naissance de votre enfant, une lettre d'autorisation signée par l'autre parent avec son adresse et son numéro de téléphone, et une copie du passeport ou de la carte d'identité de votre conjoint. Si les parents sont séparés ou divorcés et ont la garde partagée de l'enfant, là aussi, il faut une copie de l'ordonnance de garde, une lettre d'autorisation de l'autre parent avec l'adresse et le numéro de téléphone et une copie du passeport ou de la carte d'identité de l'autre parent. Si les parents sont séparés ou divorcés, mais que l'un des deux, celui qui part au Canada, a la garde exclusive, il faudra une lettre d'autorisation
avec votre signature. C'est un peu le document qui m'étonne parce que vous vous autorisez vous-même à partir. Je n'ai pas trop compris ce passage-là, mais je vous le dis tel que je l'ai lu, et également une copie de l'ordonnance de garde. Si l'un des deux parents est décédé, il faut que le parent qui voyage avec l'enfant ait sur lui une copie de l'acte du certificat de décès. Ensuite, pour ce qui est des économies, donc quand on part en PVT et quand on part également en jeune pro et en stage, il faut avoir au moins 2500 $ d'économies sur son compte. Pour un stage non rémunéré, il faut plus d'argent encore puisqu'il faut subvenir à ses besoins pendant toute la durée du stage. Les 2500 $ qui sont demandés par le Canada, ça fait environ 1700 €. C'est des économies à avoir si vous arrivez au Canada avec un aller-retour, ce qui n'est pas le cas de plein de gens. Plein de gens arrivent avec un aller simple. Dans ce cas-là, vous devez avoir 2500 $ plus de quoi vous payer un billet retour ultérieurement. Si vous pensez, par exemple, vous partez à Montréal et que vous pensez rentrer de Montréal, prévoyez grosso modo la somme que vous avez dépensée pour votre aller simple, par exemple. Vous devez également pouvoir justifier d'économies supplémentaires pour chacun de vos enfants, mais le Canada ne donne pas de somme. Il me semble qu'il y a très longtemps, vraiment très longtemps, quand il y avait une somme qui était donnée par le Canada, ça équivalait à environ 700 € par. Est-ce que c'était 700 € pour chaque mois pendant les 3 premiers mois pour un enfant? Je pense que c'est à peu près comme vous en fait. Je suppose que si vous faites 2500 $ pour vous et pour chacun de vos enfants, ça commence à être une somme honnête, en sachant que 2500 $, moi je trouve que c'est pas beaucoup, en tout cas pour un adulte qui part en PVT. Le Canada, c'est quand même un pays qui peut coûter cher selon la ville dans laquelle on s'installe. Je pense notamment à Toronto et Vancouver. Et puis à Montréal, le prix des loyers a quand même augmenté au fil des ans. Donc si vous pouvez au moins avoir 2500 €, je pense que c'est mieux que 2500 $. Sauf bien sûr si vous partez avec déjà un emploi, puisque vous allez gagner votre vie immédiatement. Pour le conjoint, il n'y a pas de somme particulière qui est donnée là aussi, mais si vous arrivez en tant que touriste parce que vous êtes conjoint d'un PVTiste, généralement le Canada demande à ce que vous ayez 1000 $ canadiens d'économie pour chaque mois que vous prévoyez de passer au Canada. Donc si initialement vous dites que vous restez 3 mois, il vous faudra 3000 $. Petite précision, puisqu'on en est aux économies, toute économie est bonne à prendre. Sachez que sur PVTist, on a pas mal de bons plans, de réduction, d'avantages que vous pouvez retrouver sur le site dans l'onglet bons plans. On a notamment des bons plans pour des banques au Canada. Il y a la Banque nationale du Canada qui non seulement vous fait jusqu'à 3 ans sans frais bancaires, mais qui en plus vous offre 50 $ à votre arrivée avec le bon plan PVTist. C'est toujours ça de gagner. Et chez Desjardins, qui est plutôt présente au Québec et en Ontario, alors que la Banque nationale est partout, donc ça, je vous laisse regarder. C'est un an de frais bancaires offerts chez Desjardins et 1 mois d'assurance Globe PVT offert, puisque Desjardins et Globe PVT sont partenaires. Pour le budget, vous allez devoir penser bien évidemment à l'avion. C'est quelque chose qui va représenter sans doute un petit peu d'argent si vous êtes en famille, surtout si vous avez plusieurs enfants. Notez que là aussi, on a des réductions sur PVTist. Enfin, c'est pas des réductions, c'est des offres avec Air Transat et avec Air Canada, en sachant qu'avec Air Canada, le conjoint peut également bénéficier de l'offre avec 2 billets, 2 bagages offerts, etc. Alors que les enfants n'ont droit qu'à un seul bagage sur Air Canada. Et sur Air Transat, c'est que pour le PVTiste, le stagiaire, le jeune pro ou l'étudiant. C'est pas pour les conjoints. Donc je vous laisse aller fouiller un petit peu sur les bons plans, voir ce qui peut vous intéresser le plus. Vous allez devoir également prévoir le budget assurance, je vais revenir un petit peu après, qui est quand même pas négligeable. Vous allez devoir aussi prévoir, si vous avez des enfants, prévoir de l'argent pour faire garder votre enfant s'il n'est pas encore en âge d'aller à l'école. C'est quelque chose qui, comme en France, coûte assez cher. Il y aura évidemment la question du logement, la question de l'abonnement téléphonique, etc. N'hésitez pas à consulter sur pvtist.net l'article, le dossier qu'on va vous mettre en commentaire qui s'appelle « Le coût de la vie au Canada ». Et au passage, je vous mets également un bon plan pour la téléphonie au Québec qui vous permet de bénéficier d'une réduction à votre arrivée et de 2 gigas d'internet offert. Ça peut paraître fou comme cadeau à l'échelle de ce qu'on connaît en Europe avec des forfaits 60 gigas, 100 gigas. Mais vous verrez qu'au Canada, les gigas d'internet sur les forfaits, ça se paye. Et d'ailleurs, internet à la maison aussi, en téléphonie, internet, voilà. On est mieux servi en France qu'en Belgique, clairement, si on doit résumer.
Pour l'assurance, donc c'est obligatoire de souscrire une assurance quand on est PVTiste, stagiaire et jeune pro. Par contre, ce n'est pas obligatoire pour les conjoints de ces personnes-là et les enfants. Par contre, je vous recommande vraiment de prendre une assurance parce que quand on part au Canada, qu'on est en tourisme comme ça ou qu'on va étudier, on ne bénéficie pas de la sécurité sociale locale. Je reviendrai un petit peu après sur le cas du Québec. Donc, par exemple, vous êtes conjoint d'un PVTiste, vous ne prenez pas d'assurance. 2 semaines après, vous faites une chute sur du verglas, vous allez à l'hôpital pendant 10 jours, ça va vous coûter une fortune. Le Canada, de toute façon, la santé, c'est vraiment très, très ruineux. Donc, c'est quand même très important de vous assurer de prendre une assurance. Alors, ça dépend lesquelles, mais par exemple, Globe PVT, si vous êtes conjoint d'un PVTiste ou d'un jeune pro, il vous autorise normalement, si je dis pas de bêtises, oui, à souscrire aussi Globe PVT, qui est bien renforcé en termes de garantie avec des plafonds illimités pour les hospitalisations et les soins médicaux. Je vous laisserai lire de toute façon les tableaux de garantie, les exclusions, etc. C'est toujours bien de savoir pourquoi on est couvert quand on part, en sachant que les assurances PVT, il y a 2 choses qu'elles ne couvrent pas. C'est les visites de routine. C'est les 2 choses principales qu'elles ne couvrent pas. Donc les visites de routine, faire vérifier sa vue, faire un check-up des dents alors qu'on n'a pas mal aux dents, faire renouveler une contraception. Tout ça, c'est des visites qui ne viennent pas à la suite d'un problème de santé ou d'une douleur. Donc ça, c'est pas couvert. Et la deuxième chose, c'est les maladies antérieures au départ. C'est-à-dire que si vous avez une maladie dans votre pays d'origine et que ça continue quand vous êtes au Canada, vous avez besoin de nouveaux soins. Je ne sais pas par quel procédé, mais les assurances PVT sont au courant et donc elles ne vous couvrent pas pour ce qui était connu avant le départ. Je vous ai dit une petite bêtise concernant les visites de routine. Parce que Globe PVT a mis en place quelque chose de super bien récemment. C'est des consultations par visio avec des médecins francophones. Et en fait, pour ces visites-là par visio, vous pouvez consulter n'importe quel médecin. Je ne pense pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'y a aucune limite. Vraiment, ça peut même être un psychologue, etc. Donc, regardez un petit peu tout ça. N'hésitez pas à leur poser des questions au besoin, mais voilà, si c'est pas tout ce que je vous ai dit, il y en a quand même beaucoup, donc ça peut être des économies faites sur les visites de routine, effectivement. Ensuite, je voulais préciser pour l'assurance de PVT, pour ceux qui se demandent, c'est pour un Belge qui part en PVT 1 an, ça va être un petit peu moins de 400 euros. Non, 300, un peu moins de 360 euros, pardon. Et pour quelqu'un qui part 2 ans en PVT ou en jeune pro, pour un Français par exemple, ça va être 712 euros pour les 2 ans. Donc effectivement, quand on fait papa, maman, enfant 1, enfant 2, ça commence à piquer, puisqu'en fait, il n'y a pas de contrat famille, c'est un contrat par personne, donc ça représente pas mal d'argent. Mais c'est vrai que c'est très important de partir bien couvert si vous arrive quelque chose, en sachant que ça couvre bien sûr ce qui vous arrivera sur place, mais aussi si jamais il y a un souci et que l'un d'entre vous a besoin d'être rapatrié dans le pays d'origine, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur l'assurance, mais c'est vraiment très important, outre le fait que c'est obligatoire et que si l'agent d'immigration vous demande votre assurance en tant que PVTiste, en tout cas, si vous n'avez pas vos 1 an ou 2 ans d'assurance selon votre nationalité, vous aurez un PVT trop court qui ne pourra pas être prolongé par la suite, donc attention à ça. Si vous partez avec un permis de travail fermé, qui vous permet de bénéficier de la sécurité sociale locale, par exemple mobilité francophone en dehors du Québec, ou même le permis jeune pro. Bon, le permis jeune pro, c'est spécial, vous avez l'obligation de prendre une assurance PVT, donc c'est un peu différent. Mais pour les autres permis de travail, pensez quand même si vous êtes couvert par votre province, à prendre une assurance de type rapatriement, qu'on va vous mettre là aussi en commentaire. Je vous explique un petit peu plus sur le forum ce que c'est. Ça peut coûter, alors ça peut coûter, si je ne dis pas de bêtises, peut-être 260 euros l'année, je crois, ou un truc comme ça. Et en fait, ça vous couvre si jamais vous avez besoin d'être rapatrié. Donc, c'est moins cher qu'une assurance PVT. Et d'un autre côté, vous êtes couvert pour la plus grosse dépense généralement d'un voyage à l'étranger, c'est si on est rapatrié. Récemment, le Québec a annoncé qu'il allait couvrir les enfants des travailleurs temporaires, c'est-à-dire que les enfants seront couverts par la RAMQ, uniquement au Québec. La RAMQ, c'est la sécurité sociale québécoise, mais pour en bénéficier, normalement, il faut être considéré comme résident du Québec et donc passer au moins 6 mois au Québec. Donc, pensez bien à vous renseigner quand vous allez arriver. C'est tellement récent qu'on n'a pas eu trop de retours pour le moment, mais si à un moment donné, vous en bénéficiez, ce qui est super bien,
pensez quand même à garder votre assurance que vous avez pris pour votre enfant pour que ça vienne en complément si jamais un jour il a un souci important. Et encore cette histoire de rapatriement, si jamais il lui arrive quelque chose, et bien sûr je l'espère pas, je suis désolée de parler de ça, surtout quand je parle de vos enfants, mais voilà, c'est toujours mieux vaut prévenir que guérir. La dernière petite chose avant de passer à on arrive au Canada, on a eu des témoignages sur pvtis.net de parents qui sont partis avec leurs enfants et qui nous ont fait un petit peu part des retours de leurs enfants, de leurs ressentis. Et donc, je vais vous donner les conseils qu'une des mamans a donné. C'était de bien expliquer aux enfants pourquoi on part au Canada et essayer au maximum de peut-être pas trop leur transmettre notre stress de préparatifs, de paperasse, d'inquiétude, de est-ce que tu as tout fait, est-ce que les bagages sont prêts, etc. Les enfants, c'est un peu des éponges. Ils peuvent un petit peu attraper votre stress, donc attention à ça. Et n'oubliez pas également sur place qu'un enfant peut être complètement déphasé, stressé, déboussolé parce que c'est plus son pays, c'est plus sa ville. Peut-être que ça va parler anglais si vous êtes côté anglophone, ou alors ça va parler québécois, mais du coup c'est un petit peu différent du français de Belgique ou de France. N'hésitez pas à être un petit peu cool là-dessus. Si votre enfant est un peu nerveux, impatient, etc., il est en train de vivre quand même il est déboussolé, quoi. C'est ça, il est déraciné. Donc, elle vous conseille au maximum d'être le plus compréhensif possible. Évidemment, il n'a plus non plus ses copains, ses copines et ses grands-parents, par exemple, ou le reste de votre famille. Et cette maman insistait sur le fait de bien créer une nouvelle routine quand on arrive dans sa nouvelle ville, faire des activités, avoir des choses qui reviennent toutes les semaines pour que l'enfant ait des repères de nouveau. En dehors des périodes d'école, par exemple, si vous arrivez au début de l'été, il y a une maman qui disait que comme son enfant se sentait pas du tout bien parce que elle avait sa petite fille avait peur de pas se faire d'amis, etc. Elle l'a inscrit pendant plusieurs semaines dans des camps de jour. C'est environ 150 $ la semaine, je crois, et ça lui a permis de faire comme un centre de loisirs en fait qu'on connaît chez nous et de se faire rapidement des copains, des copines et donc de se dire ok tout va bien. Donc ça c'est un bon conseil je trouve. Après, si c'est en période d'école, l'école va faire le travail puisqu'il y aura d'autres enfants et que les amitiés vont se tisser rapidement. Autre chose qu'a dit ce couple sur pvtis.net, c'est que tout n'est pas rose, même pour eux. En tant que couple, faut être solide. On peut avoir des moments un peu compliqués. Souvent, on a idéalisé ce départ, nouvelle vie, nouveaux projets, nouveaux bonheurs, etc. À terme, c'est sans doute ce qui vous attend. D'ailleurs, c'était leur cas à eux. Mais au début, ça a été un peu tendu. Donc, c'est toujours bien de se dire que peut-être ça va être compliqué, quitte à ce que ça ne le soit pas, plutôt que de partir en se disant mais il n'y a pas de problème, on s'entend super bien, ça va aller. Voilà, vaut mieux anticiper un peu. Et ce conseil, il vaut aussi pour ceux qui partent en couple et qui vont par exemple faire des road trips pendant des mois et des mois ou même un mois. Voyager en couple, c'est quand même un challenge. Ça renforce le couple d'une puissance pas possible quand ça se passe bien ou quand on a réussi à passer outre les engueulades, parce que ça peut arriver. Mais ça peut aussi être quelque chose d'un peu violent pour un couple. Donc c'est toujours bien d'en avoir conscience et puis de pas hésiter à aborder les sujets quand il y a un souci, parce que on vit tout le temps ensemble, on est peut-être un petit peu trop l'un sur l'autre, on n'a pas forcément le même confort que d'habitude, peut-être qu'on manque un petit peu d'argent, qu'on a des angoisses parce qu'on ne trouve pas du boulot. Donc voilà, partir en couple, c'est quand même un challenge, et d'ailleurs, ça vaut aussi, je pense, pour ceux qui partent à deux amis. On n'est pas à l'abri que l'amitié s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire quand on part comme ça, dans des contextes un petit peu différents. Voilà, ça peut être compliqué, il faut juste s'y attendre au cas où. Voilà pour l'avant-départ. Donc, si vous avez des questions que je n'ai pas abordées qui concernent l'avant-départ, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Maintenant, je vais parler de une fois au Canada. Donc, je commence tout de suite parce que ça, c'est à mi-chemin entre avant le départ et une fois au Canada. Si je suis, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, si je suis étudiante ou si je suis en permis de travail fermé avec un employeur, par exemple en jeune professionnel ou en mobilité francophone, et que mon emploi est de catégorie A, B ou 0 de la classification nationale des professions, mon conjoint peut demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un étudiant au Canada ou d'un travailleur qualifié au Canada. Ce permis, il peut se demander avant le départ, mais aujourd'hui, les délais de traitement sont assez longs, donc je vous recommande pas forcément de faire ça. Je vous recommande d'opter pour la deuxième solution, c'est de demander votre permis en passant l'immigration. Genre, bonjour, voilà, moi j'ai un permis jeune pro par exemple, mon conjoint voudrait un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un travailleur qualifié.
Voici nos preuves de vie commune. Soit vous êtes marié, soit vous êtes conjoint de fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec les pièces qui viennent prouver votre statut de conjoint de fait. Votre permis de travail en tant que conjoint aura la même durée que le permis de travail fermé de votre conjoint. Voilà. On va vous mettre 2 liens qui peuvent vous intéresser. Le premier, c'est plus de précisions sur le permis de travail ouvert en tant que conjoint fait au Canada. Et le deuxième, c'est comprendre les catégories d'emploi A, B, C, D et 0 du Canada, parce que c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas facilement. Là, dans cet article, on a bien tout expliqué. Si vous êtes en permis fermé comme jeune pro, jeune pro c'est possible. Mobilité francophone c'est que qualifié, mais jeune pro ou d'autres permis de travail fermés, puisqu'il y en a d'autres, si vous êtes dans les catégories d'emploi C ou D, malheureusement votre conjoint ne peut pas demander de permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un travailleur qualifié, puisque vous n'êtes pas un travailleur qualifié. Si vous demandez votre permis de travail ouvert avant de partir, ce que je vous conseille pas, donc je pense que vous le ferez pas, mais je préfère quand même vous le dire, outre le fait que les délais peuvent être un petit peu longs, surtout actuellement, si vous n'êtes pas vacciné, quand vous avez obtenu votre permis de travail, vous ne pouvez pas partir comme ça. Soit vous allez devoir trouver un emploi au Canada pour avoir le permis de travail et l'offre d'emploi, ou alors vous allez avoir le permis de travail et vous allez devoir demander une autorisation aux autorités canadiennes de suivre votre conjoint au Canada. On vous a mis tout à l'heure le lien vers le formulaire de demande. Mais si vous êtes vacciné, vous êtes tranquille, mais pas vacciné, on ne part pas juste comme ça. Attention à bien avoir tous les documents nécessaires. Maintenant, les PVTistes. Si vous êtes PVTiste, que vous partez avec votre conjoint, vous l'avez compris, votre conjoint vous accompagne en tant que touriste, ou alors peut-être qu'il va décider de ne pas partir pour le moment, il verra plus tard pour vous accompagner. Ça marche si votre conjoint est vacciné, je dirais. Parce que s'il n'est pas vacciné, peut-être qu'il peut quand même demander une autorisation pour vous rejoindre. Je dis toujours que c'est bien d'arriver ensemble, mais en réalité, normalement, ça devrait quand même marcher de le demander s'il vous rejoint, par exemple, 1 mois plus tard. Normalement, c'est bon. En tout cas, il arrive en tant que touriste, il n'a pas le droit de travailler. Si vous, PVTiste, vous trouvez un emploi dans un domaine qualifié, toujours pareil, A, B ou 0, alors dès que vous avez 3 fiches de paye pour prouver que vous avez vraiment commencé cet emploi, que c'est une vraie opportunité d'emploi et pas juste une promesse d'embauche fictive, une fois que vous avez 3 fiches de paye, ce qui prend généralement 1 mois et demi puisqu'on est souvent payé toutes les 2 semaines au Canada, votre conjoint peut demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un travailleur qualifié une fois de plus. Et s'il est déjà au Canada, il peut faire ce qu'on appelle un tour du poteau. On va vous mettre un petit lien sur le tour du poteau. Ça veut dire se rendre aux États-Unis pour 1 minute, hop, tourner autour du poteau, revenir au Canada pour valider le nouveau permis de travail qu'il vient d'obtenir. Et donc, son permis de travail aura la durée de votre PVT. Si vous, PVTiste, vous trouvez un emploi de catégorie C ou D, c'est-à-dire non qualifié, le conjoint doit rester au Canada en tant que visiteur, il n'a pas le droit de travailler et surtout à la fin de son permis, de son statut de visiteur qui lui a été accordé quand il est arrivé, il doit partir. Dans ce cas-là, il va devoir soit rentrer, soit trouver d'autres solutions pour rester au Canada, par exemple pour peut-être obtenir un permis de travail par lui-même. Donc, il peut demander peut-être un permis jeune professionnel, en dehors du Québec, mobilité francophone, peut-être un permis de travail classique qui nécessite plus de démarches de la part de l'employeur. Il y a quand même des solutions, mais qui passent toutes par le fait de trouver un employeur qui veuille vous embaucher. Donc, c'est pas si simple que ça. Il faudra se donner à fond. Après, en étant sur place, généralement, peut-être que vous allez trouver, surtout dans certains domaines, et surtout si vous partez prochainement, puisque le Canada souffre d'une pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines et dans certaines villes. Donc, si vous vous en fichez du boulot que vous allez faire, peut-être que vous allez vous rapprocher des domaines qui recrutent le plus au moment où vous arriverez. Si vous ne voulez pas travailler ou si vous ne trouvez pas d'employeur qui veuille vous embaucher, vous pouvez également vous tourner vers le permis d'études. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, mais le permis d'études, c'est quand même pas mal. Ça permet donc d'étudier à l'université ou dans un établissement d'enseignement, ou alors de faire une formation professionnelle, par exemple. En sachant que, quel que soit votre choix d'études, vous avez le droit d'étudier 20 heures par semaine à côté de vos études et pendant les vacances scolaires à temps plein. Donc, pour une reconversion, par exemple, ça pourrait être ça. Vous apprenez un nouveau métier, vous travaillez à côté pour quand même subvenir aux dépenses du couple, etc. Et une fois que vous terminez cette formation, déjà vous avez étudié au Québec, ou là en l'occurrence je parlais des formations au Québec, vous avez la possibilité derrière de demander un permis de travail post-diplôme. Et en plus de ça, vous avez quand même étudié sur place, donc c'est toujours très bien vu sur un CV canadien. On va vous mettre en lien
l'information sur les formations professionnelles au Québec qui sont sans frais de scolarité pour les Français, en sachant qu'il y a l'accompagnement coûte 100 $, mais via notre bon plan pvtis.net, vous avez un coupon qui vous permet de ne pas payer les 100 $. Donc c'est une offre qui est proposée aux Français, comme ça ils ne payent rien en gros. En sachant quand même qu'il faut des économies de côté pour montrer au Québec qu'on va pouvoir subvenir à ses besoins pendant toute la durée de sa formation, ce qui est tout à fait normal. En sachant qu'on va faire un live Facebook le 25 novembre, je le disais tout à l'heure, pour les formations professionnelles au Québec. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien pour voir un petit peu de quoi il s'agit et peut-être rapidement prendre un rendez-vous si votre projet c'est de partir, je sais pas, dans 6 mois par exemple ou 5 mois. Je crois que c'est un petit peu long les demandes de permis d'études. Et puis sinon, vous attendez le 25 et puis vous aurez Michel qui vous expliquera tout sur les départs avec ce type de formation. Vous avez un autre lien qu'on aurait pu vous préparer, que j'y ai pas pensé, mais c'est pas gratuit. C'est des formations professionnelles en Ontario, donc à Toronto ou à Vancouver, avec un organisme qui propose, donc c'est formation plus travail. Donc en gros, vous payez votre formation, mais vous avez quand même un boulot par ailleurs, donc ça vous permet de financer un petit peu vos études. Voilà. Alors maintenant, concernant les enfants. J'ai regroupé des informations qui sont disponibles sur pvtis.net, que m'a donné également une amie qui vit au Québec, et aussi j'ai demandé son avis à l'ALPA. L'ALPA, c'est un organisme qui vient gratuitement en aide aux nouveaux arrivants au Québec, et ils aident tout le monde, c'est-à-dire les PVTis, les résidents permanents, les jeunes pros, ceux qui veulent trouver un emploi et refaire leur CV, ceux qui ont des enfants et qui veulent les inscrire en garderie ou à l'école pour trouver un logement, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant de se tourner vers eux. Sachez qu'au Canada, il y a 2 âges minimaux pour l'éducation obligatoire, la scolarisation. C'est à partir de 5 ans en Nouvelle-Écosse et sur l'île du Prince-Édouard. Et dans les autres provinces, notamment le Québec, c'est à partir de 6 ans que l'école est obligatoire. L'ALPA m'a précisé que l'enfant doit avoir 6 ans avant le 1er octobre pour pouvoir être inscrit à l'école au Québec. Pour les modes de garde, alors c'est pas évident, hein, je pense que je sais pas pour la Belgique, mais je sais qu'en France c'est compliqué. Bon au Québec c'est pas beaucoup mieux, au Canada c'est pas beaucoup mieux de façon générale. Vous avez évidemment des crèches qui sont assez chères. J'ai un ami qui vit en Ontario qui m'a dit que c'était très cher avant 4 ans. Et à partir de 4 ans, donc il a inscrit sa fille à la maternelle, mais avant 4 ans, c'est quand même très très cher les crèches. Du coup, il s'est tourné plutôt vers une nounou, ce qui n'était pas non plus simple à trouver. Donc c'est quelque chose qui va peut-être un petit peu vous prendre la tête, cette thématique-là. Mais encore une fois, il vaut mieux le savoir maintenant et commencer à grappiller des informations à gauche ou à droite. Pour le Québec, pour les garderies du Québec, vous devez vous inscrire sur le site La Place 0-5. On va vous mettre le lien en commentaire. C'est obligatoire de s'inscrire là-dessus pour espérer avoir une place en garderie. Et ce que me précisait l'ALPA, c'est que parfois vous risquez de ne pas avoir de réponse du tout, mais parfois il y a des opportunités de mi-temps. Par exemple, si un enfant est inscrit en garderie 3 jours par semaine, et bien, il y a 2 jours où il n'y va pas, donc peut-être que vous pourriez mettre votre enfant 2 jours par semaine dans cette garderie-là. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça qui à un moment donné pourraient être intéressantes pour vous. Pour le Québec, pour les centres de la petite enfance, vous avez l'option des centres de la petite enfance, ce qu'on appelle des CPE, et des garderies subventionnées, mais c'est assez long, très long d'avoir une place. Pour les garderies subventionnées, vous pourriez passer tout votre PVT sans avoir une place, d'autant que la priorité semble donnée quand même aux Canadiens et aux résidents permanents du Canada. Du coup, vous allez pouvoir vous tourner vers des garderies non subventionnées, donc des garderies qui sont privées, qui sont chères, ou alors opter plutôt pour des sortes de, comment on appelle ça ici, des asthmates en milieu familial en fait, ça s'appelle comme ça là-bas. La personne de l'ALPA me disait qu'elle n'était pas forcément fan de l'option de la nounou en milieu familial parce que faut bien tomber. Il y en a certaines, voilà, elles gardent 5 enfants, elles vont pas beaucoup dehors, elles jouent pas beaucoup avec eux. Donc ça, je pense que c'est les mêmes problématiques ici, dans votre pays d'origine. Mais voilà, ça reste une option si vous trouvez quelqu'un de confiance. Et pour les garderies privées,
ça va vous coûter quand même pas mal d'argent. Donc ça, c'est un peu compliqué. Pour ça aussi, il faut s'inscrire sur le site Laplace 0-5. Mais apparemment, par ailleurs, on peut aussi les contacter en direct. Je ne sais pas si ça aide de faire les deux, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, voilà. Mon ami au Québec m'a dit que ça coûtait entre 40 et 60 dollars par jour, les garderies privées. L'Alpa m'a dit que ça pouvait être de 20 à 65 dollars. Donc, un peu moins cher, mais un peu plus cher aussi. Donc, il va falloir voir quelles opportunités vous trouvez, en sachant que c'est pas mal cher, vous l'avez remarqué. Vous pouvez vous informer sur le potentiel crédit d'impôt que vous pourriez, dont vous pourriez bénéficier au Canada. Je crois que ouais, on va vous mettre le lien. Est-ce que c'est que au Québec ou est-ce que c'est ailleurs? Oui, ça peut être partout, mais le lien qu'on va vous mettre, le premier lien, c'est le site du Revenu Québec qui vous parle des crédits d'impôt. Parfois, vos modes de garde, si vous les déclarez, ça peut vous permettre de récupérer un petit peu d'argent. Parce qu'au Canada, en gros, on est prélevé à la source de son imposition sur ses salaires et l'année suivante, on fait une déclaration d'impôt. Généralement, on ne paye pas plus d'impôts parce on a été prélevé à la source, mais parfois, ça peut arriver qu'on paye un peu plus parce qu'on a peut-être eu un meilleur salaire par la suite, etc. Et parfois, on récupère un peu d'argent. Et récupérer de l'argent, ça peut être pour différentes raisons et ça peut permettre notamment vos dépenses de garde d'enfants peuvent jouer en votre faveur au niveau des impôts. En tout cas, quand vous ferez votre déclaration d'impôt, que ce soit par vous-même ou avec un comptable, ce serait bien d'avoir sur vous toutes les dépenses que vous aurez dépensées vous aurez faites, pardon, pour votre garde d'enfants. Gardez bien tous les papiers dans un coin, dans une boîte, parce que le jour où vous allez faire votre déclaration d'impôt, ça pourrait vous être utile. On a interrogé 2 comptables avec lesquels on travaille chaque année pour les déclarations d'impôt des PVTistes. Et donc, le lien, on va vous le mettre et ils expliquent justement qu'on peut garder des documents pour la garde d'enfants puisque ça permet de récupérer un petit peu de choses. Pour la maternelle, rien de particulier à dire. Votre enfant doit avoir atteint l'âge de 4 ans au 30 septembre de l'année scolaire. Pour l'école, ça peut être facile comme compliqué d'avoir une place. Ça dépend du quartier dans lequel vous vivez, de s'il y a beaucoup de demandes, etc. Ça peut être intéressant de déterminer dans un premier temps dans quel quartier vous souhaitez vivre pour contacter les écoles en amont. C'est-à-dire pas quelques mois à l'avance, c'est trop tôt, mais pour au moins pas perdre le temps de quand vous arrivez au Canada de pouvoir les contacter rapidement parce que vous pensez que vous allez vivre dans ce quartier-là. Récemment, on a interviewé une famille qui est partie nombreuse, qui est partie à 10 enfants au Canada. Vous les avez peut-être vus sur TF1 dans Famille Nombreuse. C'est la famille Cobelli. Donc l'interview est en replay sur notre chaîne YouTube PVTiste. Et en fait, eux, ils se sont pas installés en plein centre de Montréal, ils sont allés plus loin et ça leur a permis de trouver facilement un logement, facilement une école. Enfin, ça peut être ça la solution, c'est de s'éloigner du centre pour peut-être soit toujours, soit pendant la première année, le temps de vous installer, que les enfants aillent à l'école, que vous gagnez de l'argent, etc. pour peut-être après vivre dans un coin plus central, etc. et ensuite changer de lieu. Parce que j'avais rencontré, je pense que vous êtes là ce soir, j'ai rencontré des mamans à un salon à Reims il y a peu de temps et elles me disaient mais pour le logement on fait comment? Ça je vais y revenir un tout petit peu après. Il y a quand même des solutions, il ne faut pas trop que ça vous inquiète. Je y reviendrai. Pour l'inscription, donc j'ai dit ça, c'est un petit peu trop tôt de le faire quelques mois à l'avance. En tout cas, j'ai posé la question à l'ALPA. Ils m'ont dit elle m'a dit que c'était le mieux d'essayer d'avoir un rendez-vous dans les premiers jours de votre arrivée au Canada. Mais il faut vraiment être sur place. Et si on arrive en cours d'année, on trouve normalement une place en école. Il n'y a pas vraiment d'enfant qui est déscolarisé. Par contre, ce ne sera pas forcément près de l'endroit où vous voulez vivre. Et pour ceux qui arrivent pendant l'été ou qui arrivent pile au moment de la rentrée scolaire de septembre, le mieux c'est de s'inscrire le plus tôt possible. Alors, vous ne devez pas aller directement dans les écoles, vous devez aller auprès des centres de services scolaires. C'est comme ça que ça s'appelle. On va vous mettre le lien vers le site de la Fédération des centres de services scolaires du Québec. Là, je vous ai mis le Québec, mais c'est vrai que j'ai pas détaillé tout à l'échelle du Canada, mais vous pouvez trouver. Il y a toujours des sites internet officiels qui vous permettent de trouver de l'information sur ça. Et surtout, je vais vous donner un petit peu après des organismes qui vous mèneront toujours vers les sources officielles. Une autre question qui m'a été posée par les mamans quand j'étais au salon de Reims, c'est le niveau de l'école au Canada. Alors, sujet un petit peu peut-être un peu touchy, leur crainte c'était que leur enfant qui avait un niveau un rythme à l'école peut-être un peu plus soutenu en France,
fasse des pas en arrière en arrivant au Canada, puisque c'est connu que c'est un petit peu plus souple. Effectivement, mon amie qui vit au Québec m'a expliqué que c'est vrai que c'est plus relax, en tout cas au début. Elle m'a dit sur l'équivalent d'un CP, en France, on va donner des devoirs au CP. Au Canada, on va pas donner des devoirs au CP parce qu'on considère qu'ils sont trop petits. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais sachez, parce que j'ai aussi posé la question à l'ALPA, que, ok, au début c'est plus souple, mais dès la deuxième année puis la troisième année de l'école, le rythme s'intensifie et les enfants arrivent au même niveau, à peu près au niveau de la troisième année. Donc faut pas que ça vous inquiète. C'est voilà, comme on se disait autant dans mes deux discussions avec ma copine du Québec et puis avec l'ALPA, les Canadiens sont pas plus bêtes que les autres. Ça prouve bien que c'est juste voilà, une façon d'aborder l'école qui est différente, mais il faut pas que ça vous inquiète plus que ça. Vous avez quand même la possibilité, si ça vous inquiète, vous avez le droit de vous inquiéter, vous pouvez vous tourner vers des écoles privées ou l'école française aussi, ça c'est possible. L'école française, c'est parce que vous avez la possibilité à l'étranger d'inscrire vos enfants dans des écoles françaises, des collèges et des lycées français, ça peut aller jusqu'au bac comme ça, mais souvent c'est cher. Voilà. On va vous mettre en lien le répertoire de tous les établissements d'enseignement au Canada, qui est plutôt bien fait, sur le site cicic.ca, drôle de nom. Et en fait, ça vous permet de sélectionner la province, la langue d'enseignement. Peut-être que vous aurez envie que votre enfant étudie en anglais si vous êtes francophone et que vous allez côté anglophone, ou l'inverse. Enfin, ça, c'est vraiment un débat de parents à vous de voir. Mais en tout cas, vous retrouverez tous les établissements et donc vous pourrez voir, peut-être vous faire une petite liste avant d'arriver. Concernant le sujet du niveau d'enseignement, faites très attention à comment vous abordez le sujet, voire ne l'abordez pas avec des locaux, parce que c'est vrai que ça peut être assez indélicat de dire oui, moi je suis inquiète, en Belgique ou en France, ça allait plus loin quand même l'enseignement, là c'est un peu limite. Ça peut être très mal pris. Et l'ALPA m'a précisé que ce n'était pas typique des Français ou des Belges, c'est plutôt européen comme remarque. Il y a vraiment des gens de toute l'Europe qui font un peu ces remarques-là qui sont assez blessantes, donc faites très attention, au même titre qu'on va pas dire à un Québécois que c'est drôle son accent ou qu'il parle pas bien français ou qu'il ne parle pas le vrai français, parce que ça c'est hyper délicat aussi. Faites attention à ce genre de choses. C'est vrai que souvent on le dit pas avec des mauvaises intentions, mais c'est quand même pas très bien pris, et je pense que ça n'aura pas d'autre effet que de nous faire passer pour des gens prétentieux en fait. Donc attention à ça. Alors pour le logement, j'en parlais tout à l'heure, donc on peut trouver un logement, notamment ce qui peut être intéressant au début, pourquoi pas, si c'est dans vos projets, vous pouvez louer un Airbnb, par exemple, pendant 3 semaines, et pendant ces 3 semaines, voilà, parcourir la ville, décider là où vous voulez vous installer, visiter des logements, etc. Mais sachez aussi que, par exemple, si vous êtes un couple avec 2 enfants, avec 3 enfants, 4 enfants peut-être, vous aurez sans doute moins de concurrence que pour les apparts classiques avec une chambre. Parce que beaucoup de gens qui arrivent au Canada en couple simple, sans enfants, vont plutôt chercher ça. Et donc, la concurrence, ça va plutôt être à ce niveau-là. Donc, ne soyez pas trop inquiets. Ce que me disait aussi mon amie du Québec, elle m'a dit de regarder du côté des baux de famille qui quittent leur logement. Apparemment, il y aurait des groupes Facebook de quartiers pour les différentes villes, et surtout elle me parlait de Montréal. Donc s'il y a un quartier qui vous intéresse tout particulièrement à Montréal, n'hésitez pas à chercher sur Facebook un groupe qui parle d'un quartier bien précis. Je peux citer le Plateau, même si je vous recommande pas de chercher là, parce que c'est là où il y a beaucoup de francophones et surtout de Français qui vont s'installer, et donc la concurrence est plus rude et les logements sont plus chers. Mais peut-être d'autres quartiers un petit peu plus éloignés ou un peu moins connus. D'ailleurs, on a sur PVTist un dossier sur la ville de Montréal ou sur les quartiers de Montréal qui peuvent vous permettre un petit peu de les découvrir un peu plus. Voilà. Ensuite, si vous vous inquiétez de ne pas avoir de code de crédit, la code de crédit quand on arrive au Canada, c'est très important. C'est-à-dire que vous allez ouvrir un compte en banque, vous allez obtenir une carte de crédit, vous allez faire des dépenses avec, faire vos courses, faire vos achats du quotidien, vos vêtements, etc., payer vos factures d'électricité, de téléphone, ce genre de choses. Et du coup, c'est de l'argent qui va pas être pris de votre compte, mais à la fin du mois, vous devez faire un virement de votre compte vers ce compte de crédit pour
rembourser ce que la banque vous a prêté. Là, vous pouvez vous dire, mais on marche sur la tête. Si j'ai de l'argent, pourquoi je vais payer à crédit? Parce qu'on est en Amérique du Nord et que malheureusement, si vous avez un projet notamment à long terme au Canada, ça va être important d'utiliser votre carte de crédit. Puisque quand vous faites ça, quand vous payez, et qu'à la fin du mois, vous mettez bien l'argent de votre compte de débit vers votre compte de crédit, vous prouvez que vous êtes fiable. Que oui, vous dépensez de l'argent qui n'est pas à vous, mais que vous le remboursez toujours dans les temps. Et c'est ce qui pourra vous permettre un jour d'avoir un crédit logement, un crédit auto, etc. Surtout crédit logement. Et il se trouve qu'avec le temps, de temps en temps, on a des propriétaires qui demandent la cote de crédit aux nouveaux arrivants, sauf qu'on n'en a pas quand on arrive. Donc c'est vrai que si vous avez un boulot qui vous attend sur place, ou si dans les premières semaines où vous êtes dans un logement temporaire, vous trouvez un emploi, votre promesse d'embauche est quand même super bien parce qu'elle va venir très certainement compenser la cote de crédit que vous n'avez pas encore. Voilà pour ça. Ensuite, oui, l'ALPA me disait quelque chose. Si vous avez des enfants en bas âge, ou si vous en avez plusieurs qui ont tendance à courir, à jouer, elle m'a dit de choisir de préférence des logements en rez-de-chaussée, parce qu'elle m'a dit que sinon vous risquez de très mal vous entendre avec vos voisins, qu'il y a beaucoup d'embrouilles entre voisins dues aux enfants, parce que l'isolation des logements au Canada, c'est un concept. On entend pas mal ses voisins. Et donc, si vous avez un enfant qui court partout, et qui a une petite trottinette, un machin, les enfants qui se tapent, etc., il est possible que la personne en dessous vous gâche l'existence, en fait. Donc, elle vous recommandait vraiment de prendre un rez-de-chaussée. En tout cas, n'hésitez pas à contacter l'ALPA. On vous a mis le lien tout à l'heure pour l'arrivée au Québec. Normalement, la CITIM aussi doit pouvoir vous aider pour tout ce qui est démarche à l'arrivée. Je pense que ces organismes se complètent bien. Pour Vancouver, pour la Colombie-Britannique, vous avez le relais francophone de Vancouver. Pour Toronto, vous avez le centre francophone du Grand Toronto. Pour tout l'Ontario, en réalité, hein, je pense que vous pouvez les contacter même si vous allez dans une autre ville. Pour le Manitoba, c'est l'accueil francophone du Manitoba. Et pour Calgary, donc en Alberta, c'est le CANAF. On va vous mettre ces 4 liens. J'ai pas mis toutes les provinces, mais si vous cherchez organisme nouveaux arrivants francophones, voilà, et vous mettez la province de votre choix. Normalement, vous allez trouver quelque chose d'officiel, un organisme gratuit qui pourra vous aider parce qu'il y a toujours un organisme qui aide les nouveaux arrivants et encore plus les nouveaux arrivants francophones. Donc vraiment, pensez à ça, ça peut être d'un grand soutien. Ils peuvent vous donner des informations que vous ne connaissiez pas, que peut-être moi je connais pas, etc. Donc pensez à ça. Pour le logement, sachez qu'au Québec, c'est interdit de demander une caution. Je dis au Québec, mais c'est vrai qu'ailleurs au Canada, on m'en a pas demandé. Moi, j'étais plutôt à Toronto et on m'a pas demandé de caution. Par contre, on m'a demandé premier et dernier mois de loyer. Et l'ALPA m'a indiqué que c'était aussi interdit au Québec de faire ça. Donc, premier mois de loyer, c'est votre premier mois de loyer, ça c'est OK. Et le dernier mois, en fait, le propriétaire le garde pour le cas où un jour vous disparaissez sans payer, par exemple, ou si vous ne payez pas. Mais si vous passez 1 an dans cet appartement, au 11e mois, vous ne paierez pas, le 12e mois, vous l'aurez déjà payé. C'est pas de l'argent perdu. Mais bon, apparemment, c'est pas réglo quand même. On en parlait tout à l'heure avec une de mes collègues qui est en train d'arriver, je pense maintenant, à Montréal et qui bientôt va vous faire des récits sur son arrivée, etc. Elle disait qu'elle avait pris un appartement avec son copain qui est déjà là-bas en donnant le premier et dernier mois de loyer parce que des fois, on vient d'arriver, on dit OK, on veut juste un appart, donc premier et dernier mois de loyer, on cède. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez insister. La dame disait, si vous avez l'air sûr de vous, que vous connaissez vos droits et les droits du logement au Québec, vous pourrez indiquer, peut-être même anticiper en disant, donc en fait, par rapport aux lois du Québec, on va vous donner le premier mois de loyer. Voilà, vous pouvez tenter ça. Après, on verra ce que le propriétaire vous dira, mais elle avait l'air de dire que si vous avez l'air de connaître les lois, il n'y aura pas d'abus du côté du propriétaire. Voilà, ça se tente en tout cas. Voilà pour la question du logement. Je peux terminer en indiquant que sur pvtis.net, on a un dossier qui reprend pas mal de choses qui ont été dites aujourd'hui, mais pas tout, puisque figurez-vous que j'ai fait beaucoup de recherches pour la session du jour, donc j'irai compléter ensuite ce dossier qui s'appelle Partir au Canada en couple ou en famille qu'on va vous mettre en lien. Et je le répète pour ceux qui n'étaient pas là au début, on a le guide des PVTistes au Canada qui est payant en papier mais qui est gratuit au format PDF sur pvtis.net et qui retrace un peu tout ce que vous devez savoir pour un départ au Canada, principalement en PVT mais finalement pas que, puisqu'on parle de l'emploi, du logement, de la culture, de l'organisation d'un road trip, de l'achat d'un véhicule, etc., etc. Voilà pour moi. J'espère vous avoir fourni pas mal d'informations, beaucoup d'informations, mais j'espère en tout cas que c'était clair. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors,
questions qui sont posées. Alors, je vais couper ça. Si moi, j'ai ma résidence permanente et que je veux venir avec mon copain, est-ce qu'il peut demander le PVT s'il réussit à l'avoir? Oui, tout à fait. Effectivement, en fait, ton copain et toi, finalement, vous êtes pas vraiment rattachés. C'est-à-dire que toi, si tu viens en résidence permanente, ça ne nuit pas ou ça n'avantage pas vraiment ton conjoint. Donc, du coup, il peut venir en PVT, tout à fait. Peut-être qu'ultérieurement, tu pourras regarder l'histoire du parrainage dans la résidence permanente. Je ne suis pas une grande pro de ça, mais sur pvtis.net, une de mes collègues a rédigé un dossier qui s'appelle le guide des programmes de résidence permanente au Canada. Peut-être que tu pourras t'intéresser au parrainage, mais en tout cas, si ton copain est tiré au sort pour le PVT, voilà, qui peut tout à fait tenter le coup, il y a pas de souci. Conjoint de fait, il faut les 2 pièces, bail plus compte bancaire en commun ou un des 2 suffit. Je dirais que le bail en commun, c'est le plus important, mais il faut qu'on voit que ce soit un bail à vos 2 noms, pas une colocation où vous étiez 8. Faut que ce soit un bail vraiment, pas un bail de coloc, justement. Donc, ça, c'est le plus important. Après, effectivement, il y a des couples qui vivent ensemble et qui n'ont pas de compte bancaire, mais ça vaut le coup que tu regardes l'article qu'on a fait sur pvtis.net parce qu'il me semble que j'ai cité plus de preuves qui étaient indiquées par les autorités canadiennes. Et en gros, c'est aussi beaucoup du cas par cas. L'agent d'immigration qui va t'accueillir, il va regarder, il va voir si avec ce que tu as mis devant ses yeux, il est convaincu. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Alors, ils ont mis un bail à vos 2 noms ou des reçus de location commun, un compte bancaire en commun, des factures de services publics partagés, électricité, gaz, téléphone, impôts, des documents officiels où apparaît votre adresse commune, passeport, carte d'identité, permis de conduire, assurance habitation. Assurance habitation, c'est bien aussi ça, je l'avais oublié. Donc voilà, si tu as plusieurs choses comme ça devrait être bon. Et puis pour le compte bancaire en commun, peut-être l'ouvrir maintenant, et puis si vous l'avez pas depuis 1 an, comme il y aura les autres pièces, ça peut passer, vous voyez ce que je veux dire. Normalement, ça commence avec tout ce que je viens de vous dire, si vous avez tout ça aux mêmes adresses, etc., ça commence à être bien, quoi. Hop, je suis pas sur le bon lien, voilà. Mon conjoint et moi-même partons en janvier au Canada, pas d'enfant, avec chacun un PJ, un jeune pro, et embauché dans la même boîte. Y a-t-il quelque chose de particulier à savoir pour nous? Alors, dans votre cas, vous avez le jeune pro, vous avez l'offre d'emploi. Alors, si vous êtes vacciné, le jeune pro suffit. Si vous n'êtes pas vacciné, pensez bien à avoir la preuve que vous avez l'emploi qui vous attend toujours. Votre employeur n'hésite pas à vous refaire une offre d'emploi qui confirme votre date d'arrivée au cas où il vous l'a proposée en mai, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'elle soit quand même plus à jour pour confirmer qu'il vous recrute toujours, malgré la pandémie, tout ça, tout ça. Ensuite, test PCR, ArriveCan. Si vous n'êtes pas vacciné, retest PCR, vaccination et autotest au 8e jour. Vous devez avoir au moins 2 500 $ chacun. Tous les deux une assurance PVT EIC de la durée de vos jeunes pros. Ma foi, c'est à peu près tout. Et puis un passeport valide pendant la durée de vos jeunes pros. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir dans votre cas. Vous êtes dans une configuration hyper confortable en ayant tous les deux le jeune pro, quoi. C'est ça. Vous êtes un peu tranquille. Bonsoir. Si on a déjà vécu avec son conjoint, bail de nom, pendant plus d'1 an, mais que maintenant nous sommes hébergés gratuitement ensemble, peut-on quand même partir en conjoint de fait? Nous avons d'autres factures en commun. C'est toujours un peu délicat quand on est logé par des gens, parce que ça fait plus, alors c'est pas colocation, mais ça fait pas vie conjugale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faudrait voir depuis combien de temps vous êtes hébergé maintenant chez quelqu'un d'autre. Si c'est depuis 1 mois, ça va. Mais comme je vous disais, après 3 mois de non-vie ensemble, vous n'êtes plus considéré comme conjoint de fait. Donc, dans votre cas, c'est vrai que c'est un peu compliqué généralement. Les hébergements, ça passe pas super. En fait, ce qui est compliqué, c'est que quand on vous dit ça, quand je vous dis ça, j'essaye de mettre toutes les chances de votre côté. Un agent d'immigration, quand il vous voit arriver, vous ne pouvez jamais être sûr que ça va se passer comme vous le voulez. Sauf bien sûr si vous avez un PVT, vous êtes vacciné, vous avez le test PCR, enfin voilà, des cas classiques. Mais dès que c'est un peu à la discrétion de l'agent d'immigration qui vous reçoit, il se peut qu'ils disent héberger, c'est pas bon, vous viviez à plusieurs, donc c'est pas une vie ensemble. Donc ça me paraît peut-être un petit peu compliqué. Peut-être un petit peu compliqué, effectivement. Avec ma copine, nous sommes ensemble depuis 5 ans, compte commun depuis 3 ans, pacsé depuis 2 ans, et nous avons vécu 3 ans avec bail en commun à l'appui. Mais nous avons déménagé en Irlande et avons donc vécu en 6 mois en colocation. Ah,
Puis, depuis 6 mois, nous avons un bail avec 2 autres colocataires. Est-ce que vous pensez que ça peut être bon pour conjoint de fait? C'est vrai que vous avez quand même beaucoup de pièces passées, mais j'ai peur que ce soit encore problématique. C'est un peu compliqué. Dans vos 2 cas, si j'étais vous, je tenterais peut-être, je ne sais pas s'ils vont vous répondre, si vous allez sur Twitter, sur le compte EIC_IEC, c'est le site des autorités canadiennes, peut-être leur poser la question. Et n'hésitez pas à mettre @pvtis dans votre question, comme ça on peut suivre les réponses. Je ne sais pas s'ils vont vous répondre, mais ça se tente. Parce que dans votre cas, là, c'est vrai que bon, la première personne, il y avait 1 an de vie commune, mais vous, il y a 5 ans, enfin, 3 ans de vie commune, Pax, etc., etc. Donc, je sais pas du tout. Ce serait intéressant de leur poser la question au cas où ça passe, même si j'en suis pas certaine, malheureusement. Nous avons 2 enfants ensemble, mais on n'habitait pas ensemble avant. On vient d'emménager ensemble depuis 2 mois. Est-ce que c'est possible, dans mon cas, de bénéficier de conjoint de fait? Alors, si je comprends bien, vous avez 2 enfants ensemble, mais vous viviez pas ensemble. Ah ouais, c'est marrant. Alors, du coup, vous n'êtes pas conjoint de fait. C'est ça qui est embêtant. Ben non, ça va pas être possible dans votre cas là, et s'il n'y a pas de preuve de vie commune, sauf si toutes ces personnes-là, enfin non, pour les Irlandais non, mais si votre projet pour les 2 autres, c'est de partir dans 10 mois, bon bah vous aurez 1 an de vie commune à ce moment-là, mais pour le moment vous l'avez pas. Donc en fait, il y a la solution catégorique de se marier, autant pour ceux qui ont des enfants que pour les autres qui sont hébergés ensemble. Mais dans votre cas, ouais non, vous n'êtes pas conjoint de fait, malheureusement, tu as avec tes 2 enfants, ça ne suffira pas. Si mon copain, pas conjoint de fait ni marié, n'est pas tiré au sort à la fin de validité de ma lettre d'introduction, on souhaiterait se marier afin qu'il puisse venir avec moi. Est-ce possible? Bien sûr. Car dans la demande, j'ai mis que j'étais célibataire. C'est pas grave. Tu as le droit de changer de situation entre l'obtention de ton PVT et ton départ. Il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, il faudra bien organiser votre timing pour vous marier et ensuite avoir le temps encore de partir sur ta lettre d'introduction. Qu'elles sont encore valables, je veux dire. Comme ça, lui vient en touriste, tu espères trouver un emploi qualifié pour que lui ensuite demande un permis de travail ouvert en tant que ton époux. Et c'est ça le problème en fait, c'est que cette solution elle est bien, mais elle met une grosse pression sur le PVTiste, puisqu'il ne faut pas qu'il trouve n'importe quel boulot, il faut qu'il trouve un emploi qualifié. Après, si tu es dans un domaine qualifié, la question ne se pose pas, tu feras tout pour trouver, et puis ça va bien se passer, j'en doute pas. Mon conjoint est ressortissant d'un pays ayant besoin d'un visa de résidence temporaire. Or, il est actuellement en permis d'études depuis avril 2021 pendant 2 ans. Pourra-t-il demander un permis de travail ouvert grâce à mon permis de travail fermé mobilité francophone? Pas de problème pour cumuler les 2 permis. Alors, donc ton conjoint est déjà au Canada avec un permis d'études depuis avril 2021 jusqu'à pendant 2 ans, ouais. Eh ben non, écoute, il n'y a pas de souci. Par contre, alors ton conjoint, toi aussi tu es sur place, hein. Si tu dis que t'es conjoint, c'est que toi aussi tu vis au Canada. Et là, tu vas demander mobilité francophone. Tu dois être une PVTiste, je suppose, ou une PVTiste. Et donc, effectivement, il n'y a pas de problème pour qu'il se rattache à ton permis mobilité francophone. Après, il peut tout à fait rester sur son permis d'études tranquillement et travailler à temps partiel à côté de ses études et à temps plein pendant les vacances scolaires. Et une fois que son permis d'études arrive à la fin, quelques mois avant, hein, vous prenez ça bien à l'avance, peut-être même 6 mois avant, pourquoi pas, il demande à se rattacher, à demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'une travailleuse ou d'un travailleur qualifié. Et dans ce cas-là, ce sera pas mal. Effectivement, il pourra l'obtenir et du coup, après, il pourra le valider. Mais en tout cas, en vérité, normalement, pour cumuler les 2 permis, c'est pas gênant. C'est juste que ça n'a pas grand intérêt qu'il ait les 2, donc peut-être attendre d'être à 6 mois de l'échéance de son permis d'études, sauf s'il en a marre de ses études, bien sûr, ça c'est une autre histoire. Je vais rementionner ce que j'ai dit au début, ce qui peut vous intéresser. Je vois que vous avez pas mal de questions bien précises. Tout à l'heure, j'évoquais Nadia Barou au début de cette séance d'information et j'expliquais qu'on a fait un article avec elle dans lequel elle explique dans quel cas de figure ça peut être intéressant de passer par un avocat en immigration et dans quel cas c'est pas utile. Également, je vous disais que dans cet article, vous pouvez bénéficier d'une réduction sur ces services. Et ce que j'ai oublié de dire, en fait, j'ai un peu mal expliqué, c'est que bien évidemment, on peut être suivi par un avocat en immigration pour toutes ces démarches, ça coûte un peu cher, mais comme ça on fait rien, tous les papiers sont faits, etc. Mais vous avez aussi la première option qui, à mon avis, est très bonne. C'est un jour je devais immigrer au Canada et que j'étais dans une situation compliquée ou que je comprends rien, que j'ai pas de stratégie dans ma tête sur comment partir, je pense que je ferai ça. C'est-à-dire une consultation qui dure entre 1 heure, 1 heure et demie. Et pendant cette consultation, vous lui dites on en est là.
on fait ci, on fait ça, on est conjoint, pas conjoint, on a des enfants, pas d'enfants, on vient de tel pays, on a tel âge, etc. Et elle, en fait, elle vous dit ce que vous devez faire. Par la suite, si vous voulez, elle peut vous accompagner plus longtemps si vous le souhaitez, mais si vous le souhaitez pas, elle vous aura tout expliqué pour que vous fassiez vous-même, par vous-même, je veux dire. Donc ça peut être intéressant. Je dis pas forcément pour la conjointe de mobilité francophone ou pour les couples, parce que peut-être que pour vous là, c'est peut-être pas assez compliqué pour faire appel à elle. Et pour le coup, si vous n'êtes pas considéré comme conjoint de fait, elle va pas vous elle va pas pouvoir faire des passes droits, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est plutôt pour les gens qui ont une situation un peu complexe ou qui ont le budget de se faire aider aussi parce que c'est hyper rassurant d'être conseillé, ou ceux qui détestent la paperasse comme moi par exemple. Mon conjoint de fait a plus de 35 ans et ne peut pas demander de PVT. Est-ce qu'il peut tout de même m'accompagner? Tout à fait. Il peut tout à fait t'accompagner. Et si tu es PVTiste et que tu trouves un emploi qualifié, dès que tu as 3 fiches de paye, si vous êtes bien marié ou conjoint de fait, oui, les conjoints de fait, pardon, il pourra demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'une ou d'un travailleur qualifié. Là, son âge vraiment importe peu là-dessus. Si jamais vous allez côté anglophone, c'est-à-dire en dehors du Québec, sache que mobilité francophone, il n'y a pas de limite d'âge. En gros, mobilité francophone, c'est comme le jeune pro, presque, sauf que c'est hors Québec obligatoirement, qu'il n'y a pas de restriction d'âge et qu'il n'y a pas de restriction de nationalité. Par exemple, un Belge, il n'a pas le jeune pro, mais il peut demander en mobilité francophone. Un Marocain, il n'a pas accès au PVT, au jeune pro, mais comme il est francophone, il peut être candidat. Enfin, il peut obtenir mobilité francophone. Voilà, c'est quand même intéressant pour ceux qui ont dépassé le fameux âge des 35 ans. Mon copain a reçu son invitation pour un PVT. Nous faisons les démarches actuellement. Pour une demande de permis ouvert de conjoint de fait, j'ai lu que certains faisaient la demande avant le départ avec contrat de travail mais sans fiche de paye et du coup sans faire le tour du poteau. Est-ce que c'est possible? Je pense que ça ne passera pas. Est-ce que dans les retours que tu as eu des gens qui ont fait ça, est-ce qu'il y en a qui ont réussi? Je serais la première surprise, mais je serais ravie d'avoir tort, tu vois. Parce que normalement, il faut vraiment soit être en permis de travail fermé, comme j'ai expliqué tout au début, puisque quand on a un permis fermé, le Canada sait qu'on part pour travailler pour cet employeur dans un domaine bien précis, puisque on ne peut travailler que pour lui. Donc là, il est d'accord pour attribuer un permis de travail au conjoint. Pour un PVT, tu peux travailler pour n'importe qui, même si tu as une promesse d'embauche, elle peut être fictive, tu peux ne pas honorer ta promesse d'embauche, arriver au Canada et puis aller travailler ailleurs, ne jamais te présenter à ton poste. Du coup, c'est en ça que je pense que ça passera pas. Vraiment. À partir de quel âge faut-il un permis d'études pour l'enfant? Alors c'est une bonne question, mais il me semble que tout enfant mineur, j'ai un doute du coup s'il a 17 ans peut-être pas, mais tout enfant mineur peut simplement arriver au Canada avec une fiche de visiteur qui l'autorise à étudier. C'est quelque chose qui a été simplifié pour faciliter les démarches des parents qui partent et qui veulent scolariser leur enfant. Mais sinon, si tu veux demander un permis d'études, il faut que ton enfant soit en âge d'étudier au Canada. Donc, ce sera à partir de 5 ans en Nouvelle-Écosse et sur l'île du Prince-Édouard, et à partir de 6 ans pour le Québec. La fiche visiteur pour l'enfant de 2 ans se demande à la douane ou en amont avant de partir. C'est vraiment à l'arrivée. Bonjour, vous venez pourquoi? Hop, mon PVT, je suis avec mon enfant, très bien. Tac, 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 vous, le PVT, il va peut-être te demander ta preuve de fonds et ta preuve d'assurance et vérifier que ton passeport est valide assez longtemps. Et pour ton enfant, il aura son statut de visiteur de la même durée que ton PVT, bien évidemment, puisqu'ils ne vont pas vous séparer. Bonjour, j'ai un PVT, mon ami a un permis fermé. Que se passe-t-il si on souhaite changer de région et qu'elle arrête son travail? Que se passe-t-il si elle n'a plus de permis de travail fermé? Alors, effectivement, si elle veut changer de région ou changer de travail, alors qu'elle est en permis de travail fermé, en fait, il y a 2 cas. Imaginons, elle est avec mobilité francophone ou jeune professionnelle et son employeur la vire ou ferme son entreprise parce qu'il n'a plus d'activité, ou alors si l'employeur ne la paye pas ce qu'il avait convenu ou ne lui fait pas faire les tâches qui étaient prévues dans son poste, elle a le droit de quitter l'emploi aussi. Et donc, dans ce cas-là, elle dispose de 3 mois pour chercher un nouvel employeur sur son même permis de travailler. Parce que, il y a eu un problème, elle s'est fait virer, la pauvre, c'est pas sa faute, l'entreprise n'a plus d'activité ou encore l'employeur n'est pas réglo. Par contre, si c'est juste, j'aime pas trop Montréal, j'irai bien à Toronto, ou alors j'ai trouvé un meilleur employeur, là, ça marche pas. Il va falloir
faire une nouvelle demande de permis de travail avec un nouvel employeur. Si elle a un jeune pro, on n'obtient qu'une seule fois le jeune pro, donc elle ne pourra plus avoir de jeune pro. Par contre, si c'est mobilité francophone ou un autre type de permis de travail fermé, il faudra faire une nouvelle demande. Voilà. Que se passe-t-il si elle n'a plus de permis de travail fermé? Alors, si jamais toi, en PVT, tu trouves un emploi qualifié, et ben dans ce cas-là, parce qu'en fait, elle perd pas vraiment son permis. J'essaie de réfléchir. Si, en gros, si toi, tu es en PVT et que tu as un emploi qualifié, avec tes fiches de paye, ta conjointe, si vous vivez ensemble depuis au moins 12 mois, etc., tu l'auras compris, elle peut demander un permis de travail ouvert en tant que conjointe d'un travailleur qualifié. Ça pourrait être ça la solution. Par contre, si vous êtes en vadrouille, en road trip, tu n'auras pas de boulot. Donc, du coup, elle ne va pas pouvoir faire ça. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'avant que son permis de travail arrive à sa fin, enfin, en tout cas, avant qu'elle perde l'utilisation de son permis de travail, qu'elle fasse une demande de prorogation de statut, c'est-à-dire qu'elle demande à changer de statut au Canada, elle va demander à être en touriste au moins 1 mois avant la fin et elle pourra rester en touriste au Canada, mais elle ne pourra pas travailler. Quel type de documents bancaires devons-nous fournir pour prouver que nous sommes conjoints de fait? Un relevé de compte datant de plus d'1 an et un relevé de compte à la date du jour ou un document spécifique à demander à la banque? C'est une très bonne question, je crois qu'on ne l'a jamais demandé. Il était temps. Effectivement. Effectivement, compte bancaire en commun depuis 1 an, bah oui, effectivement, j'aurais tendance à penser qu'il faudrait quelque chose d'il y a 12 mois et un de maintenant, ou éventuellement peut-être une attestation de la banque, s'ils vous la font pas payer, parce que je sais que des fois les banques font payer les attestations, une attestation qui dit que monsieur et madame, ou monsieur et monsieur, ou madame d'ailleurs, ont un compte commun chez eux depuis le temps, et que ce soit avant 1 an, enfin plus que 1 an. Voilà. Mais c'est vrai que, à la limite, ça peut être les deux, quoi. Si l'attestation est gratuite auprès de ta banque, mets le plus de papier possible. Mon époux a un permis de travail. Est-ce que moi, j'aurais un permis... Attends. Et moi, j'aurais un permis visiteur. Ma question est de savoir si j'aurais un permis visiteur de 2 ans ou de 6 mois, car son permis de travail est de 2 ans. Alors, c'est une bonne question. Comment dire? L'agent d'immigration, il peut décider de te donner 6 mois parce que tu arrives en tant que touriste. Si votre couple, si vous expliquez que toi, par exemple, tu ne travailles pas, que ton mari va suffisamment bien gagner sa vie pour subvenir à vos besoins et que toi, tu ne vas pas travailler, il pourrait te donner 2 ans de tourisme. Mais c'est pas sûr qu'il va faire ça. Mais surtout, si ton époux a un permis de travail, est-ce que son emploi est de catégorie C ou D, ou son emploi est de catégorie A, B ou 0? Parce que si c'est A, B ou 0, ne t'embête pas avec l'histoire du visiteur. Demande un permis de travail à l'arrivée au Canada, demande un permis de travail ouvert en tant que conjointe d'un travailleur qualifié, en ayant sur vous votre acte de mariage, votre certificat de mariage comme preuve. Après, c'est vrai que s'il a un emploi de catégorie C ou D, tu ne pourras pas faire ça, mais on peut jamais vraiment savoir combien de temps va te donner un agent d'immigration. C'est quasiment impossible à savoir. Ça pourrait être plus facile si vous partiez, par exemple, ton époux, tes 2 enfants et toi, et que tu dis que tu vas garder tes enfants à la maison. Bon, et ben on se dit, ok, monsieur travaille, madame garde les 2 enfants pendant les 2 ans, je lui donne 2 ans. C'est beaucoup du cas par cas quand même, hein, tu constateras. Peut-on inscrire son enfant à l'école en cours d'année, par exemple en janvier? Oui. Je le disais tout à l'heure, c'est possible, mais effectivement, tu risques de trouver une place en école qui ne correspond pas forcément au quartier dans lequel tu vis, et donc possiblement avec des distances un peu plus longues. Mais oui, c'est possible. L'Alpa, avec qui j'ai parlé de tout ça, m'a dit que ça arrivait, quoi. C'est pas non plus vraiment rare. Pour notre cas, on est un peu perdu. Mon conjoint a été tiré au sort au PVT et pour ma part, je peux sûrement reprendre des études pour 18 mois. La grande question, c'est est-ce que j'attends d'être à mon tour tiré au sort ou j'espère que mon conjoint trouve un job qualifié? Est-ce que je me lance dans les démarches pour reprendre les études et donc avoir un niveau de vie beaucoup plus bas pendant 18 mois? Oui, ça c'est vrai que c'est un dilemme un peu. C'est-à-dire que d'un côté, tu as les études qui sont sûres, mais qui sont peut-être pas ce que tu voulais faire au début. Et de l'autre côté, tu as le PVT qui est pas sûr du tout. Dans 4 ans, tu pourrais ne toujours pas avoir été tiré au sort, mais qui te convient, le PVT te plaît plus. Effectivement, pour ça. Donc, éventuellement, si toi, tu n'as pas envie de faire des études, réfléchis bien à ça surtout. Si tu veux faire des études, honnêtement, c'est pas mal. Parce que tu peux quand même travailler 20 heures par semaine à côté de tes études et à temps plein pendant les vacances scolaires. Et à la fin
de tes études, tu peux postuler à un permis de travail post-diplôme qui aura la durée de tes études, quoique si tu étudies pendant 18 mois, je crois même que ce sera plus long, genre 3 ans de permis de travail. Et dans ce cas-là, ton conjoint pourra normalement demander un permis de travail ouvert en tant que conjointe de toi, si pendant ce permis post-diplôme, tu trouves un emploi qualifié. Tu vois, c'est un peu la situation inversée. Après, si tu n'as pas du tout envie d'étudier, ça vaut le coup d'attendre de voir quand tu as été tiré au sort. Je ne sais pas quand ton copain a eu une place. Imaginons il a eu une place la semaine dernière et imaginons qu'il obtient son PVT le 15 décembre, par exemple. Vous aurez jusqu'à fin 2022 pour partir. Ça te laisse 2022 pour espérer avoir une place. Et si tu n'as pas de place, partir avec lui en espérant qu'il trouve un emploi. Tu as plusieurs plans B, C, tu vois, qui sont pas incroyables, mais il y en a peut-être un qui va finir par marcher. Donc, je pense que ton dilemme études PVT, c'est le premier truc à régler selon ce que tu as vraiment envie de faire, en sachant que, non, mais ça, c'est pas un super conseil. Tu peux tout à fait partir faire des études, et imaginons que tu commences tes études dans 6 mois, et puis fin 2022, tu es tiré au sort pour le PVT. Tu obtiens ton PVT, bah si, du coup, tu finis tes études et tu valides ton PVT. Bon, le truc, c'est que dans tous les cas, tu aurais obtenu un permis post-diplôme, donc ton PVT, tu l'utilises pour rien, c'est pas super stratégique. Je te laisse démêler un petit peu ces nœuds-là. Tout est valable dans ce que tu as suggéré, à toi de voir un petit peu ce qui te convient mieux. Du coup, à l'immigration, ça pose pas de souci aux douaniers que le conjoint de fait rentre sur le territoire et qu'ils disent « j'attends de pouvoir avoir un permis de travail ouvert pour travailler ». Je pense qu'il faut pas le dire en fait. C'est bien quand tu arrives, tu dis juste bonjour, vous venez pourquoi PVT et vous je l'accompagne en tant que je l'accompagne. C'est vrai que c'est chiant. Vous allez faire quoi? Je vais être en touriste, je viens visiter. À la limite, tu peux dire moi je connais pas le Canada, donc je profite de son séjour pour venir découvrir, voir si j'aime bien. Et là, c'est possible qu'ils te disent, OK, vous allez rester combien de temps? Vous avez un billet retour? Donc, il faut que tu aies une réponse à combien de temps tu restes, un billet retour à lui montrer s'il le demande, et au cas où il te demande aussi un relevé de compte de moins d'une semaine qui prouve que tu as l'équivalent de 1000 dollars canadiens environ, ou plus, pour chaque mois que tu prévois de passer au Canada. Concernant l'école à Montréal, faut-il que l'enfant ait 5 ans révolus le jour J de la rentrée scolaire, ou par exemple le cas de ma fille qui aura 5 ans seulement le 21 septembre, donc une fois la rentrée faite. Alors attends, je recheck 2 secondes parce que tout à l'heure je vous ai dit 6 ans, mais c'était pour le Québec, j'ai dit 6 ans. Je regarde juste ce qu'elle m'a dit. Hop. L'ALPA m'a dit que l'enfant devait avoir 6 ans avant le 1er octobre. Ça dépend de la province dans laquelle tu souhaites aller. Je pense que ça dépend où tu veux aller en fait. Pour 5 ans, c'est Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard. Les autres, c'est 6 ans. Donc je ne pense pas qu'à 5 ans, c'est la maternelle du coup. Et pour la maternelle, elle m'a dit quoi? Elle a dit, hop, je crois que 5 ans n'est pas un âge problématique en fait. C'est 4 ou 6 septembre. Excusez-moi, je ne veux surtout pas dire de bêtises. Pour la maternelle, votre enfant doit avoir atteint l'âge de 4 ans au 30 septembre de l'année scolaire. Donc dans ton cas, ta fille, elle aura 5 ans le 21 septembre, donc une fois la rentrée faite. Si tu parles d'une province où on peut s'inscrire à l'école à partir de 5 ans, donc Nouvelle-Écosse et du Prince-Édouard, et si la règle, c'est comme au Québec, c'est l'âge au 1er octobre, dans le cas de ta fille, elle est née 9 jours comme il faut avant la date en question. Donc, je te laisse regarder en fonction de la province surtout. Voilà. Pour un statut visiteur, on attend d'être rattaché au PVT du conjoint. Conseillez-vous de prendre une assurance de 2 ans directement? Alors, peut-être pas. Sache que, imaginons que tu prends l'assurance, mais l'assurance Globe PVT comme conjoint d'un PVT, si ça peut passer. Si jamais ton expérience au Canada coupe court au bout de 6 mois, tu contacteras Globe PVT, ils vont te facturer 20 €, mais ils te rembourseront l'année et demie que tu as payé pour rien. Voilà, ne te dis pas que c'est de l'argent qui sera mis à la poubelle. Ceci dit, comme tu n'as pas l'obligation d'avoir ça pour toute la durée du séjour, peut-être que tu peux la prendre pour 3 ou 6 mois au début, le temps que ça se démêle de votre côté, en expliquant peut-être à Globe PVT comment ça se passe. Moi, je dis Globe PVT, tu fais comme tu veux. Et ensuite, leur dire, voilà, maintenant, je veux prolonger parce que c'est bon, j'ai eu mon permis comme conjoint. À toi de voir entre les deux ce qui te paraît mieux. Pour un départ idéalement prévu début 2023, quand faut-il commencer les démarches afin d'être serein? Alors, si tu parles du PVT, on n'est jamais serein. C'est-à-dire que là, la saison 2021, elle va être clôturée vendredi. Le dernier tirage au sort
de l'année 2021 a lieu vendredi. Donc théoriquement, tu peux t'inscrire maintenant parce que si tu es tiré au sort, si tu as la chance d'être tiré au sort en t'inscrivant maintenant pour vendredi, ce qui serait très insolent, mais il y a toujours des gens qui ont de la chance, le temps que tu fasses tes démarches et que tu obtiennes ton PVT, on va peut-être certainement arriver à un PVT délivré en janvier 2022. Dans ce cas-là, tu auras le droit de partir jusqu'à janvier 2023 au Canada. Quand tu poseras ton pied au Canada, tu auras 1 an pour en profiter si tu es belge et 2 ans si tu es français. Bon, là, si tu n'es pas tiré au sort ou si tu décides de ne pas t'inscrire pour le tirage au sort de vendredi, va falloir attendre que la saison 2022 ouvre. Et pour le moment, on ne sait pas quand elle va ouvrir. D'ailleurs, ça, on en parlera lundi à midi puisqu'on va vous proposer une séance d'information sur le PVT Canada 2022 et évidemment faire un peu le bilan aussi de la saison 2021. Mais donc, effectivement, le plus tôt sera le mieux dans ton cas. Surtout sur la saison 2022, inscris-toi dès l'ouverture des bassins de candidats, je dirais, puisque tu peux être tiré au sort rapidement, comme au bout de 3 ans en retentant de t'inscrire chaque année. C'est vraiment aléatoire, vu que c'est au tirage au sort. Est-ce qu'une demande de conjoint de fait annule une demande de PVT en cours? Alors, normalement, oui, tu vas pas avoir 2 permis, tu peux pas obtenir 2 PVT en même temps, enfin 2 permis de travail en même temps, mais surtout qu'il faut, enfin comment dire, quand tu dis une demande de PVT, tu veux dire l'inscription dans le bassin ou vraiment la demande de PVT qui est en cours de traitement, tu as donné les formulaires, les papiers et tu as payé les frais et même tu as fait ta biométrie. Si tu as fait ça, ne demande pas de permis de conjoint parce que tu vas avoir un PVT, c'est pas utile. Par contre, si tu obtiens un permis de travail en tant que conjoint d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant, effectivement, si tu n'as pas été tiré au sort pour le PVT, tu peux laisser tomber le PVT parce que là, ce que tu vas obtenir comme permis de travail comme conjoint, c'est un peu comme un PVT. C'est un permis de travail ouvert, tu peux travailler pour n'importe qui, tu es tranquille. Ce qui veut dire qu'à la fin de ce permis-là, ou pendant ce permis-là, tu pourras candidater au PVT de nouveau, peut-être, je sais pas, un an, 14 mois avant la fin de ce permis-là. Comme ça, si tu es tiré au sort et que tu as un PVT et que tu trouves un emploi qualifié, ton conjoint pourra se rattacher à ton PVT. Vous aurez encore du temps en plus au Canada. Il y a des stratégies comme ça à avoir. Mais en tout cas, oui, ne pas obtenir un PVT et un permis de conjoint, ça sert vraiment à rien. Il y a une des démarches que tu as fait pour rien, je dirais. J'ai été invitée à remplir mon dossier pour le PVT et j'ai vu qu'on pouvait joindre une lettre optionnelle. Est-ce que je peux parler de mon conjoint qui n'a pas le droit au PVT? Non. La lettre optionnelle, c'est pour éclaircir quelque chose qui n'était pas clair dans ton dossier, ou si tu as fait une erreur au moment de ton inscription, tu as oublié ton deuxième prénom, tu as mis une coquille à ton adresse, enfin je dis n'importe quoi parce que l'adresse c'est pas très important, mais si tu as besoin d'expliquer quelque chose qui va pas dans ta demande ou qui a besoin d'être précisé, tu peux joindre une lettre en expliquant les détails. Ça peut être le cas, par exemple, si tu dois demander un certificat de police d'un pays dans lequel c'est une tannée d'obtenir ce document qui te répond pas, comme quelqu'un me l'a dit la semaine dernière sur Haïti. Voilà. Par contre, ton conjoint, il s'en fiche royal dans le cadre de ta demande de PVT. Ce sera à vous de vous débrouiller. Tu vas partir en PVT, il pourra demander une autorisation pour venir t'accompagner en tant que visiteur, sauf s'il est vacciné, il pourra venir tranquillement. Et une fois sur place, il y a toujours cette histoire que si tu trouves un emploi dans un domaine qualifié, dès que tu as 3 fiches de paye, ton conjoint peut demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'une ou d'un travailleur qualifié. Si bien sûr vous êtes soit marié, soit conjoint de fait, ce dont on parle depuis tout à l'heure, mais effectivement, tu n'as pas besoin de parler aux autorités de ton conjoint, vraiment. Alors là, ça changera rien pour lui, en tout cas. Nous projetons de partir début 2023 pour nous y installer et en août 2022 en vacances. Serait-il judicieux d'avoir fait notre demande de PVT avant août 2022 et donc de le faire valider lors de ce voyage? Pourquoi faire? Si vous le validez en août 2022, et que vous repartez qu'en début 2023, de août jusqu'à début 2023, vous perdez du temps. Le temps, il passe sur votre PVT en fait. Donc non, surtout pas. Ne validez pas votre PVT quand vous arrivez en août 2022. Par contre, si vous obtenez un PVT avant août 2022, l'agent d'immigration qui vous accueille, soit il va vous croire, ok, vous venez en vacances, je valide pas votre PVT, mais s'il considère qu'il n'est pas très sûr, il pourrait valider votre PVT. Mais non, vraiment valider le PVT en août, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Si j'ai bien compris ta question, vraiment ne faites pas ça. Je pense que je vais prendre la dernière question. Il y en a eu beaucoup qui ont été posées auxquelles je ne vais pas répondre parce qu'il y a eu la réponse pendant le live. Donc peut-être que vous l'avez posée avant que j'y réponde ou alors peut-être que vous l'avez posée plus tard parce que vous êtes arrivé en cours de route. Mais sachez
que le replay de ce live va rester là disponible sur notre page Facebook pvtist.net Canada. Et dans la foulée, je vais également le mettre sur notre chaîne YouTube PVTist. Donc vous pourrez le regarder ou le re-regarder ou le partager à des gens que vous connaissez qui partent en famille. Donc pour la dernière question, hop, je vérifie juste ça. Quelle nationalité est prise en compte pour une demande de PVT lorsqu'on est binational? Ma femme a les nationalités française et britannique. Elle a 32 ans. Or, le PVT canadien pour les Britanniques s'arrête le jour des 31 ans. Alors, je vais donner l'exemple d'un franco-belge. Un franco-belge, qu'il vive en France ou en Belgique, il peut s'inscrire en tant que Français, dans le bassin des Français, avec son passeport français. Un Belge, un franco-belge, s'il veut s'inscrire dans le bassin des Belges, parce qu'il y a plus de chances de l'avoir, il faut quand même qu'il réside en Belgique habituellement. C'est-à-dire qu'il peut être en France pendant un an pour des études, il peut être en PVT en Australie pendant un an, mais il faut qu'il réside habituellement en Belgique. Par contre, un franco-belge qui habite en France depuis 12 ans, ou depuis 5 ans, il ne pourra pas intégrer le bassin des Belges puisqu'il ne répondra pas à la condition de résider habituellement en Belgique. Donc, pourquoi je te dis ça? C'est qu'il faudrait regarder pour les Britanniques, s'il y a, en même temps, je pense que toi, c'est plutôt le français qui t'intéresse. Il faut regarder s'il y a une condition pour les Britanniques de résider en Grande-Bretagne au moment de la demande de PVT. Si c'est le cas et que ta femme vit en France depuis 5 ans, elle va pas pouvoir se mettre dans le bassin des Britanniques. Par contre, si elle vit en Angleterre depuis 5, 8 ans, peu importe, pour les Français, il n'y a pas la condition de vivre habituellement en France, donc elle peut tout à fait intégrer le bassin des Français avec son passeport français. Et pour les Britanniques, c'est juste que je ne sais pas. Je crois pas qu'il y ait cette condition de résidence habituelle. Faudra juste vérifier sur le site, mais dans ton cas, je pense que peut-être qu'elle va plutôt intégrer le bassin français. Alors, elle a 32 ans, ok, c'est réglé. Oui, 32 ans, effectivement. Bah, donc c'est français. Excuse-moi, je me suis focalisée sur la géographie et non sur l'âge. Bassin français, passeport français, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est cool pour elle. Parce que pour la France, c'est un peu plus souple que pour les Belges. Je ne sais pas pourquoi. Voilà pour les questions qui ont été posées. Je pense qu'on n'a pas pu répondre à tout. Comme je disais, il y a eu pas mal de questions abordées que j'ai traitées avant. Donc, n'hésitez pas à regarder le replay. De mon côté, je vous retrouve donc lundi à midi pour parler du PVT Canada 2021 et 2022. Le 22 novembre pour un atelier avec la CITIM qui vous présentera ses ateliers gratuits à l'arrivée à Montréal pour refaire son CV, etc., etc. Et le 25 novembre, ce sera les formations professionnelles au Québec, sans frais de scolarité pour les Français. Pour retrouver tous nos événements, ça se passe directement sur notre article événement PVTist 2021 qu'on met à jour très régulièrement et qui laissera bientôt sa place à l'article événement PVTist 2022, bien évidemment. Je vous rappelle qu'on est présent sur beaucoup de réseaux sociaux et notamment sur Instagram où je vous invite à nous suivre puisqu'on fait donc un point Covid-19 de quelques minutes, une fois par semaine en story pour vous dire ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours et aussi parce que le mercredi à midi, on y fait un live questions-réponses sur le PVT pendant lequel vous pouvez poser des questions. Donc si jamais il y a une question qui vous revient dans 1 heure ou dans 3 jours, n'hésitez pas à nous rejoindre le mercredi à midi sur Instagram sur le compte PVTist au pluriel. Voilà pour moi, j'espère que cette séance d'information vous a été utile et j'hésiterai pas à refaire d'autres séances d'information sur d'autres thématiques, donc restez connectés. Voilà, merci beaucoup à tous, je vous souhaite une très bonne soirée. Bon courage aux couples, pas conjoints de fait avec des enfants, ceux qui veulent être tirés au sort. Vous n'êtes pas ceux qui ont un parcours le plus facile du monde quand ils veulent partir en PVT, mais il existe des solutions, des petites astuces qu'on a évoquées pendant cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a été utile. Et puis voilà, bonne chance à tous. À bientôt.